Alors, on va y aller. Donc, aujourd'hui, on va passer à un autre sujet. Je vais très rapidement finir sur l'hédonisme pour passer à une autre théorie de ce qu'est le souverain bien ou le bonheur. Alors, je pense que la séance la dernière fois était un peu floue. Il y avait pas mal d'erreurs dans mes diapos. Donc, j'ai corrigé les diapos, j'en ai rajouté certaines. Donc, il y a une nouvelle version de tout ça sur le site. Voilà, désolé, j'étais un peu en manque de sommeil. Là, ça devrait aller un peu mieux. Donc, pour rappeler où est-ce qu'on en est dans le fil du cours, donc, comme je vous ai dit, une des grandes questions de l'Antiquité, celle que partagent la plupart des écoles, c'est quel est le souverain bien? Cette idée qu'il y a une sorte de but vers lequel tend toute notre vie, que ce but, il est commun à tous les êtres humains, il n'y a pas de diversité, hein, il est commun à l'être humain en tant qu'espèce. Et il y a plusieurs théories sur ce qu'est ce souverain bien. Et la première théorie dont je vais parler, c'était l'hédonisme. C'est l'idée que c'est très simple. Le souverain bien, c'est le plus de bonheur possible et le moins de souffrance possible. Voilà, c'est la somme des deux. Donc, je vais présenter l'épicurisme parce que c'est l'école hédoniste la plus connue, celle dont il nous reste le plus de traces. Bien sûr, aujourd'hui, il existe encore des gens qui défendent l'hédonisme, mais pas forcément sous la forme des épicuriens. Alors, pourquoi ne pas être hédoniste? Pourquoi est-ce qu'on n'arrête pas le cours ici? Même si la réponse, même si, en gros, l'hédonisme, en général, c'est un peu la réponse qui vient en premier à l'esprit. Si vous enseignez la philosophie, par exemple, au collège et que vous demandez aux gens de définir le bonheur, souvent, ça va être exprimé en termes d'émotions positives, de sentiments positifs. Le bonheur, c'est quand on se sent bien, après tout. Ça paraît assez évident. Mais il y a un certain nombre d'objections. Je vais partir des plus faibles pour aller aux plus fortes. Déjà, quelque chose qui gêne dans l'hédonisme, c'est cette idée que si on est vraiment hédoniste, si on pense que la seule chose qui est bonne, c'est le plaisir, alors comme j'ai dit, c'est quelque chose que les gens ont du mal à accepter, même ce qui explique certaines réinterprétations de l'épicurisme qu'on peut trouver, bah, tous les plaisirs se valent. Il n'y a pas des plaisirs qui sont meilleurs que d'autres, à part s'ils durent plus longtemps ou s'ils sont plus intenses. Hein. Mais du coup, ça veut dire que le bonheur, imaginez deux personnes, voilà, une qui tire son bonheur du fait d'aider les autres, voilà. Et elle prend beaucoup de plaisir à aider les autres. Imaginons même une personne intermédiaire qui, elle, prend son plaisir, autant de plaisir à collectionner les petits trains. Et puis une troisième personne qui, elle, tire son plaisir de torturer les gens psychologiquement ou physiquement. Du point de vue de l'hédonisme, tous ces plaisirs sont équivalents. On ne peut pas dire que la vie du premier est meilleure que la vie du dernier, sauf si son plaisir est plus intense et plus durable, ou amène à moins de conséquences nuisibles. Mais dans l'absolu, si les deux ont autant de bonheur, leurs vies sont également bonnes. Et ça, bon, déjà, c'est quelque chose que les gens ont du mal à accepter. Voilà, bon, ça c'est juste, si vous voulez regarder, ça par exemple, c'est un papier de psychologie qui montre qu'effectivement, si on donne aux gens des scénarios dans lesquels on décrit deux personnes qui ont autant de plaisir dans leur vie, mais une a du plaisir à aider les autres, puis un a du plaisir à voler les affaires des autres, par exemple, bah, les gens pensent que le premier est plus heureux. Ça paraît une meilleure vie. Donc c'est quelque chose d'assez intuitif, d'assez répandu, mais si vous êtes vraiment hédoniste, vous devriez dire non, non, en fait, ça c'est juste une illusion. Les deux sont également heureux, puisqu'ils ont autant de plaisir. Alors ça c'est une objection qu'on retrouve, par exemple, qui est beaucoup discutée par John Stuart Mill, donc un philosophe anglais du 19e siècle. Comme je vous ai dit, Mill est hédoniste, mais c'est un peu l'hédoniste préféré de pas mal de profs de collège, parce que c'est quelqu'un qui va essayer de verser de l'eau dans le vin, justement, qui va dire, oui, mais bon, c'est vrai que ça paraît bizarre de dire que quelqu'un qui prend du plaisir à faire le mal est aussi heureux que quelqu'un qui prend du plaisir à faire le bien. Et surtout, ce qui embête Mill, c'est la chose suivante, c'est que si vous êtes vraiment hédoniste, si ce qui compte, c'est d'avoir le plus de plaisir possible et d'avoir le moins de douleur possible, peut-être que c'est pas une bonne idée d'être un être humain. Hein, voilà, l'objection, c'est la chose suivante. Voilà, être un être humain, ça vient avec beaucoup de difficultés, où il faut penser à l'avenir. Voilà, si vous prenez un chat, il a l'air très épicurien en vrai. Hein. Il passe son temps à dormir, il va juste chercher quelques trucs quand il a besoin. Donc finalement, on pourrait dire que les animaux sont plus heureux que les êtres humains. Ou plus dans un langage moins politiquement correct de l'époque, que par exemple si quelqu'un est complètement idiot, un peu bête, pas un philosophe de la classe supérieure, mais par exemple un pauvre, un peu abruti, c'est vraiment le truc de Mill, hein, eh ben lui devrait être plus heureux que quelqu'un comme Mill qui fait de la philosophie. Et ça paraît quand même étrange parce que la philosophie, c'est clairement la meilleure activité possible. Hein. Donc ça, c'est une phrase connue de Mill qui dit, voilà, il nous semble qu'il vaut mieux être un homme insatisfait qu'un porc satisfait. Il vaut mieux être Socrate insatisfait qu'un imbécile satisfait. Il dit, voilà, si on était hédoniste, on devrait dire finalement, si je suis un chat, un porc qui prend juste son plaisir, je devrais être plus heureux qu'un être humain qui, lui, réfléchit à plein de trucs et est angoissé. Je devrais aussi considérer que voilà, quelqu'un qui pense beaucoup mais qui a beaucoup de soucis est moins heureux, a une vie moins bonne que quelqu'un qui se contenterait bêtement des plaisirs les plus basiques. Alors que c'est évident pour Mill que passer 3 heures à faire de la philosophie, c'est quand même meilleur pour le plaisir
et le bonheur que, par exemple, aller à une rave party. Hein, c'est vraiment les exemples qui se donnent. Si vous vous droguez, a priori, voilà, si vous êtes hédoniste, pourquoi pas passer votre temps dans un état intense de satisfaction en vous droguant de façon perpétuelle? Ça paraît une conséquence de l'hédonisme. Hein. Apparemment, je pense qu'on peut tirer plus de plaisir intense du fait de se droguer. Alors, vous allez dire, il y a peut-être des effets secondaires, mais si on trouvait des drogues qui n'ont pas d'effets secondaires, il faudrait, selon les hédonistes, quand même aller consommer ces drogues en permanence. Alors, lui, il essaye de dire, oui, mais en fait, il n'y a pas que la quantité des plaisirs qui compte, il y a aussi la qualité des plaisirs. Et alors ça fait plaisir à entendre, on dit, ah ouais, il y a quand même des plaisirs qui sont meilleurs que les autres, mais le problème, c'est que c'est quand même très difficile à définir. Qu'est-ce qu'un plaisir qui a une meilleure qualité qu'un autre? Alors, Mi donne une réponse célèbre qui n'est pas très satisfaisante, c'est simple. S'il y a une personne qui a goûté aux deux plaisirs et qui, à intensité égale, préfère le plaisir A au plaisir B, c'est clairement qu'il a une meilleure qualité. Et comme Mill nous affirme que c'est clair que faire de la philosophie a une meilleure qualité que passer son temps à consommer de l'alcool, à aller dans les fêtes, cons- on peut en conclure qu'il a testé les deux et qu'il préfère la philosophie. Mais voilà, le problème, c'est que définir la qualité des plaisirs, ça permet d'échapper à cette objection, mais ça ouvre plein de problèmes différents. Comment est-ce que vous mesurez la qualité des plaisirs, qui est légitime pour décider qu'un plaisir est meilleur qu'un autre? Donc, c'est une réponse qui satisfait pas beaucoup de gens. Alors, une autre objection un peu plus forte, c'est que si vous êtes hédoniste, et que vous comparez deux vies pour savoir laquelle est la meilleure, ce qui compte, c'est absolument ce qui se passe dans la tête de la personne, à quel point elle se sent bien. Ce qui se passe dans la réalité n'est pas pertinent. Donc, par exemple, beaucoup d'objections à l'hédonisme proposent la chose suivante. Prenez deux personnes. Voilà, la personne A est très heureuse, elle est persuadée d'être très intelligente, brillante, incroyable, aimable, d'avoir toutes les qualités, elle est persuadée que tout le monde l'aime. Et effectivement, c'est le cas. Voilà, vous pouvez être jaloux de la personne A. Maintenant, vous prenez la personne B. Intérieurement, la personne B est exactement comme la personne A. Elle est très heureuse parce qu'elle est persuadée d'être intelligente, brillante, que tout le monde l'aime. Vous pouvez penser à des gens comme ça. Mais en fait, c'est faux, tout le monde le déteste. De toute façon, il est clairement très très nul. Il est juste tellement persuadé d'être génial qu'il s'auto-satisfait de cette façon-là. Du point de vue hédoniste, ces vies sont aussi bonnes l'une que l'autre. C'est-à-dire que par exemple, si finalement après la mort, on vous dit, ah, vous avez le droit à une deuxième vie, rebelote, et vous avez le choix entre ces deux vies, si vous êtes hédoniste, vous devez dire, ah, j'arrive pas à choisir, c'est vraiment pareil, quoi. Il y a autant de plaisir dans l'une que dans l'autre. Alors que bon, si vous aviez le choix, je ne sais pas, mais je pense que pas mal d'entre vous seraient plutôt attirés vers la vie A, parce qu'elle semble meilleure que la vie B. Est-ce qu'on est d'accord? Mais si vous êtes hédoniste, vous ne pouvez pas expliquer pourquoi la vie A est meilleure que la vie B. Parce que, en termes de plaisir, elles sont équivalentes. Et ça commence à poser des problèmes assez intuitifs. Et on peut pousser cette objection au maximum avec une expérience célèbre. Donc, l'une des objections les plus célèbres à l'hédonisme, en fait, c'est juste l'objection que je viens de donner, mais poussée au maximum. C'est ce qu'on appelle la machine à expérience de Nozick. Nozick, c'est un philosophe américain du XXe siècle, qui n'est pas hédoniste, justement, et qui, pour réfuter l'hédonisme, a proposé une expérience de pensée célèbre. Il dit, voilà, imaginez que dans le futur, on a créé une machine de vie virtuelle dans laquelle vous pouvez vous brancher, puis pouvez passer votre vie entière dans cette vie virtuelle. Ok. Il n'y a pas de problème, on peut penser que vous venez d'une famille riche, tout est payé à l'avance, vous êtes assuré que jusqu'à la fin de votre vie, vous allez passer votre vie dans cette machine virtuelle. Une fois que vous êtes connecté à la machine, vous ne savez pas que vous êtes dans la machine, on arrive à effacer ça, et vous pouvez programmer à l'avance la vie que vous voulez vivre pour avoir le plus de plaisir possible. Ok. Donc, voilà, vous avez le choix entre vivre votre vie normale ici, comme ça, ou avoir cette vie parfaite, complètement virtuelle, et être persuadé qu'elle est parfaite et avoir des sensations positives en permanence, des émotions positives en permanence. Si vous êtes hédoniste, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel choix faut faire? Est-ce qu'il faut rester dans la vraie vie ou est-ce qu'il faut se brancher à la machine? Voilà, normalement, il faut se brancher. S'il n'y a aucun risque, s'il n'y a pas de risque que la machine se détraque et que vous finissiez dans une sorte d'enfer psychologique, il faut choisir de se brancher à la machine. Parce que c'est ça qui maximise votre plaisir. On est OK? La meilleure vie possible, c'est la vie virtuelle branchée dans la machine. Et la raison pour laquelle c'est une objection, c'est qu'en général, si vous proposez cette expérience aux gens, les gens disent pas vraiment, quoi. Effectivement, j'aurais plus de plaisir, mais je préfère vivre une vie réelle. Ok. C'est tout à fait légitime, hein, je ne critique pas ce choix, mais l'idée, c'est que si vous faites ça, si vous dites finalement, je préfère une vie moins plaisante mais réelle à une vie plus plaisante et moins réelle, ben, vous n'êtes juste pas hédoniste. Voilà, vous avez rejeté l'hédonisme. Considérez que la seule chose qui compte, c'est pas juste le plaisir, c'est pas juste vos sensations intérieures. Oui. Mais quels sont les critères de la réalité? Ah, ça, c'est une bonne question. Donc là, l'idée, c'est que dans le scénario, c'est posé que vous êtes déjà en train de vivre une vraie vie et que celle-ci est virtuelle.
Si maintenant vous partez de l'hypothèse qu'en fait vous ne savez pas si la vie actuelle que vous vivez est virtuelle, alors le choix change un petit peu, quoi. Vous choisissez entre plusieurs vies virtuelles. Mais là, dans le scénario, c'est posé que vous êtes vraiment dans la vraie vie. Mais oui. Ça, c'est aussi qu'on a un calcul financier, parce qu'on a pensé à un calcul, on est éloigné du monde, et du coup, voilà, finalement, même si d'apparence on a plus de plaisir, bah, en fait, on a beaucoup de plaisir, donc c'est quand même le point de vue. Alors ce serait bizarre parce que l'idée c'est que généralement on considère que voilà, le plaisir c'est comme la douleur. Si vous avez l'impression très très forte d'avoir de la douleur, bah, vous avez de la douleur. Parce que vous voyez, c'est pas comme dans la machine par exemple, vous pouvez avoir l'impression d'être célèbre mais ne pas être célèbre, hein, on peut dissocier les deux très facilement. Voilà. Mais par contre, avoir l'impression de souffrir, est-ce que c'est pas déjà souffrir, quoi? Est-ce que vous voyez le problème? Est-ce qu'on peut vraiment avoir l'impression très forte de souffrir sans que ça soit effectivement une souffrance? Dans le fait, on va souffrir à long terme, en fait, à long terme, Ah, on va accumuler plus de plaisir sans entrer dans la machine. alors effectivement, mais quand on demande aux gens, pour leur de justifier leur choix, leur idée, c'est que effectivement, ils comprennent qu'on aurait plus de plaisir dans la machine, mais ils préféraient même quand même vivre la vie réelle. Alors effectivement, les gens pourraient se tromper, mais ce qui compte, c'est que même en pensant qu'ils auront plus de plaisir dans la machine, ils refusent d'entrer dans la machine. Est-ce que ça va? Effectivement, le calcul pourrait ne pas être bon, mais ça n'est pas pertinent pour l'objection. Oui. Ma vie, je peux dire, Alors là, l'idée, c'est que en fait, Nozick, qui est libertarien, qui a beaucoup la liberté, a plus ou moins anticiper votre objection. Donc après, il propose l'idée que si ce qui compte pour vous, c'est la liberté, tous les 2 3 ans, vous êtes débranché légèrement de la machine, vous choisissez votre vie pour les 2 3 ans à venir, et puis on vous remet dedans, et puis vous réoubliez. Comme ça, vous avez une sorte de contrôle sur ce qui vous arrive. Peut-être plus que dans la vraie vie, d'ailleurs, si vous y réfléchissez. Oui. si tu veux, il nous faut oublier l'idée que nous sommes difficiles. Ah oui, alors l'idée, c'est que de toute façon, à partir du moment où vous êtes branché, vous oubliez que vous êtes dans une vie fictive, pour éviter les remords, l'idée que... Oui, Il y a peut-être une nuance sur la 20 ans ou 80 ans. c'est-à-dire, alors dites-moi, je suis intéressé. On a 20 ans, tout est possible, etc. Quand on Ah, a 80 ans, on est handicapé sur plusieurs sujets, etc. Alors, on a peut-être une difficulté à aborder le plaisir de manière permanente. ce serait effectivement Peut-être, hein. intéressant. Ça, je ne Effectivement. crois pas, honnêtement. Mais Je ne sais pas effectivement si ça change selon l'âge des personnes à qui on demande. Ce serait intéressant de tester ça. Donc, j'ai pas de réponse, mais effectivement, ce serait une possibilité. Peut-être aussi l'idée que voilà, on a vécu cette vie-là pendant 80 ans, on peut profiter de tester d'autres trucs alternatifs, quoi. plutôt au moins une sûre de choix politique. Pas de notre âge, on a. Oui. Alors, si vous n'aimez pas cette expérience de pensée, il y a un roman en fait qui fait la même objection, si vous y réfléchissez. C'est Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont lu? Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, je dis ce que c'est. En fait, c'est un roman de science-fiction dystopique par Aldous Huxley, dans lequel il imagine un monde futur dans lequel, justement, on essaye au maximum de neutraliser les émotions négatives des citoyens. Et donc, chaque citoyen a une petite drogue sur lui qu'il peut avaler quand il se sent mal pour se sentir bien. Puis, par exemple, toutes les relations amoureuses romantiques sont interdites, sont remplacées uniquement par des relations purement sexuelles parce que on a vu avec les épicuriens que l'amour, c'est quand même une source de souffrance. Si on se contente du sexe, c'est mieux. C'est très épicurien quelque part. Et bon, le roman donne pas très envie de vivre dans ce monde-là, je vous cache pas. Mais c'est un roman super intéressant parce que, en fait, il est critique vis-à-vis de ça, mais il n'y a pas non plus un côté gentil. En fait, c'est assez marrant. Le roman montre la société vue par quelqu'un qui vient d'une réserve. Alors, on est dans le futur, on s'est débarrassé de l'amour, on s'est débarrassé de la religion, on s'est débarrassé de la spiritualité, mais il y a quand même quelques réserves de sauvages qui vivent en dehors dans la nature, en dehors de la civilisation avec des mœurs très bizarres. Et en gros, ils sont chrétiens. Voilà, ils sont chrétiens catholiques. Ils aiment la souffrance, parce que c'est comme ça que sont les catholiques dans l'histoire. Et à un moment, il y en a un qui est extrait de cette réserve et qui vit dans cette société. Il s'y sent très mal parce qu'il veut à tout prix vivre il veut à tout prix vivre des trucs spirituels, profonds, des histoires d'amour profondes. Il n'aime pas cette relation un peu superficielle, etc. Mais en fait, beaucoup de gens lisent le roman comme si le roman était du côté de cette personne et contre la société. Mais en fait, c'est pas du tout le cas. L'idée, c'est que les deux ont tort quelque part, la vérité entre les deux, parce que souvent, voilà, on ne connaît pas Aldous Huxley, on lit le roman en disant ah oui, il est pour la monogamie, il aime pas les drogues. Mais si vous connaissez Aldous Huxley, c'est déjà le type qui a écrit les livres les plus importants sur les psychédéliques et le LSD.
pour les plus popularisés, et il était clairement polygame. Donc son idée, c'est qu'il doit y avoir une sorte de milieu entre quelque chose qui est purement superficiel, qui est le meilleur des mondes, et ce truc de sorte d'intensité absolue, qui est celle du chrétien qui arrive et qui veut absolument le vrai Dieu, le vrai amour, etc. Donc son idée, c'est de naviguer entre les deux. Mais voilà, l'idée, c'est que si vous êtes un hédoniste, le meilleur des mondes, ça doit quand même paraître une très très bonne idée. Comme je dis, il y a plein de particularités très épicuriennes au meilleur des mondes. Tout ce qui est souffrance est éliminé, tout attachement est découragé. Mais en gros, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de gens qui aient lu le roman et qui se sont dit, ah super, on va faire ça. Ça paraît un bon plan pour le futur, quoi. Il y a une question? Et savoir si cette expérience de musique, elle permet de rejeter que le plaisir, c'est une fin en soi. Alors non, elle ne permet pas de rejeter que le plaisir est une fin en soi. Elle permet de rejeter que c'est la seule fin en soi. Est-ce que vous voyez la différence? Parce que on dit juste que bah, ça fait juste le calcul, si le plaisir était la seule chose bonne, il faudrait entrer dans la machine. Mais ça ne dit pas que vous ne pouvez pas en déduire que le plaisir n'a aucune valeur. Parce que ça, C'est pas la fin la plus absolue, c'est pas les bons termes. c'est pas là. La fin la plus absolue. Bah, c'est pas la seule, c'est tout. C'est pas, c'est l'idée qu'on peut pas tout. Ce que disaient les donistes, c'est que finalement, tout n'est bon que parce qu'il donne du plaisir. Là, l'idée, c'est que si vous refusez d'entrer dans la machine, c'est que vous avez clairement le sentiment que le plaisir n'est pas la seule chose qui compte. C'est-à-dire qu'il y a autre chose qui compte qui est Ça, supérieure à ce plaisir-là. alors, pas forcément supérieur. On peut juste en déduire qu'il y a autre chose qui compte, qui pourrait être à un poids égal, si vous voulez. Oui. Le contre-argument pour l'hédonisme, c'est il y a une valeur dans le fait de vivre dans la réalité. Ouais. Est-ce qu'un enfant, du coup, ne vit pas dans la réalité et est-ce que être l'état d'enfance est du coup mal, selon lui? Alors, c'est pas une question de mal, hein, c'est vraiment la question de qu'est-ce qu'on considère être le bonheur. C'est pas moral, c'est vraiment sur qu'est-ce qu'on souhaite pour avoir une vie bonne. Après, je sais pas si les enfants vivent pas dans la réalité. Je suis pas super. Enfin, je vois pas ce que la phrase voudrait dire exactement. La réalité, par exemple, si on croit que la Terre est plate, Oui. on n'est pas au courant par rapport au concept intellectuel le Mhm. plus avancé. Oui. Donc, on ne vit pas dans la réalité Ah. intellectuelle de la société. L'enfant aussi ne vit pas dans cette réalité. Est-ce que quelqu'un qui croit à la Terre plate est au même titre qu'un enfant? Bon, l'enfant ne croit pas spécialement que la Terre est plate. Il a juste aucune opinion sur le sujet en général. Je crois qu'il ne s'est pas spécialement posé la question. Je sais pas, je n'ai pas l'impression que l'enfant soit plus en dehors de la réalité. Il n'est pas coincé dans ses sensations. Il sait que à partir de on sait, il y a des expériences qui montrent qu'à partir de 3 mois, ils savent que le monde extérieur existe, par exemple, que les choses n'existent pas uniquement dans leur tête, donc ils sont déjà en contact avec la réalité. Oui. Euh, la humanité, on peut éviter qui sont la conscience. Parce que j'ai l'impression que ce que disait monsieur, c'est plutôt comme les enfants n'ont pas conscience qu'ils vivent dans une réalité, alors ils ne la vivent pas vraiment. Ok. Or, je pense que c'est peu débattable. On peut très bien vivre dans une réalité, alors qu'on n'a pas forcément conscience, par exemple, on n'a pas forcément conscience de tout, mais pourtant on vit quand même dans cette même réalité. Mhm. Et- Alors oui, donc, mais l'idée c'est que j'arrive, hein, si on vit pas dans la réalité dès lors qu'on se trompe sur la nature de la réalité, je pense qu'il n'y a pas grand monde ici qui vit dans la réalité, quoi. Je pense qu'on se trompe tous au moins sur un aspect de la réalité, enfin sauf moi, non, je plaisante. Mais je pense qu'on a tous quelque part une part d'illusion, donc je pense que du coup, c'est pas spécialement une objection. Même si vous n'êtes pas hédoniste, vous avez forcément une part d'illusion dans la façon dont vous voyez le monde. Enfin, je sais pas si ça, ouais. Oui, mais quel est le contre-argument? C'est-à-dire, si on n'est pas hédoniste, quelle est l'alternative? Être en contact avec la Ouais, réalité. alors l'idée, Qu'est-ce que la réalité? alors ouais, bon, l'idée c'est que la réalité, c'est une définition que j'aime bien, c'est ce qui continue d'exister même quand vous n'y croyez pas. Donc là, donc là, l'idée c'est que même si vous êtes dans la machine et que vous pensez que le monde n'existe pas, le monde existe encore, quoi, si vous voulez. Donc ce serait à peu près ça la réalité, quoi. C'est des choses qui sont indépendamment de votre. Donc, être en quête de réalité, de plus en plus de vérité, en fait. C'est Alors, ça, ça. alors, l'idée c'est que Nozick est assez flou sur cette idée de ce qui compte, c'est la réalité. Il développe après. L'idée c'est plutôt d'avoir un impact réel sur le monde, quoi. Par exemple, ce qu'il dit, voilà, si par exemple ce que vous voulez, c'est devenir écrivain, vous voulez devenir réellement écrivain, pas juste avoir l'impression d'être écrivain. C'est un exemple qu'il donne, par exemple. C'est ça qu'il entend par réalité. On veut que nos désirs soient réellement satisfaits et pas qu'on ait juste l'impression qu'ils soient satisfaits. Est-ce que ça donne un sens? Oui, il y avait une question là-bas. Juste pour rebondir sur l'enfance, mais on a aussi des adultes qu'on dit toujours il a un caractère d'enfance, ou c'est une manière de voir la réalité différemment que nous autres, c'est pas ne pas la voir ou vivre en dehors de la réalité. En fait. Oui, je suis d'accord, il y a une vision qui est propre à l'enfance, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que je suis pas clair qu'ils vivent en dehors de la réalité. Il y a un point de vue différent dessus.
Donc voilà, ça en général, c'est considéré comme une des objections les plus fortes, celle-ci et celle d'avant, à l'hédonisme, c'est-à-dire que finalement, on n'a pas envie d'être hédoniste, si on y réfléchit beaucoup. C'est pas la seule chose qui compte pour nous. Alors on pourrait largement se tromper dessus. Peut-être que l'hédoniste pourrait dire oui, oui, mais vous trompez, ce qui compte, c'est vraiment le plaisir. Mais il faudrait un argument très très fort pour contrer cette aversion, si vous voulez. Et on n'a pas, en général, on n'a pas d'argument très fort à l'hédonisme. Souvent, notre attraction envers l'hédonisme, c'est que l'hédonisme, ça paraît assez intuitif à première vue, mais si on y réfléchit, on a des intuitions en sens inverse. Donc, si on n'est pas hédoniste, qu'est-ce qu'on est? Eh ben, je vais passer à une deuxième grande théorie de ce que c'est le bonheur, qui est la satisfaction des désirs. Oui. Je suppose qu'il est facile d'atteindre le plaisir Ah. et qu'il est relativement facile aussi d'éviter la souffrance, Mhm. qui implique qu'on a quand même un hiérarchie assez important. Alors, ce serait plus une objection à l'épicurisme, plus précisément. Parce que, comme je disais, l'hédonisme, c'est juste une famille de théories qui dit que la seule chose qui est bonne, c'est le plaisir. Ça peut être compatible avec l'idée que c'est super dur à obtenir. On verra, par exemple, Schopenhauer est quelqu'un qui défend une forme d'hédonisme et qui dit, mais finalement, on peut même pas avoir de plaisir et la douleur est omniprésente, donc c'est dommage. Donc, on peut être hédoniste, très pessimiste, si on voulait. Voilà. Donc, ça, c'est plus une objection à la version particulière qu'est l'épicurisme. Et effectivement, on pourrait leur dire, voilà, c'est beaucoup trop optimiste de dire que la douleur est facile à évacuer juste comme ça et que le plaisir est facile à atteindre. Donc, c'est pas une objection à l'hédonisme. C'est juste que dire, par contre, si on accepte l'hédonisme, peut-être que ça veut dire que c'est très difficile d'être heureux, quoi, pour la raison. Et effectivement, ça suppose qu'on a un contrôle sur ce qui nous arrive dans nos vies très large, mais ce n'est pas une objection à l'hédonisme en tant qu'idée que le bonheur, c'est le plaisir. C'est plutôt une objection à l'idée que, une sorte d'optimiste, de version optimiste de l'hédonisme en disant le bonheur, c'est le plaisir, et du coup, c'est facile d'être heureux parce que le bonheur est facile à atteindre, la douleur est facile à éviter. Mais vous pouvez être hédoniste même en défendant l'idée que on n'a pas ce contrôle-là sur nos vies et que finalement, le, ça va avoir plus de plaisir et moins de douleur n'est pas dans nos mains. Parce que c'est assez. Ouais. Oui. Ouais, parce que c'est pas la machine, l'exemple de la machine. D'une autre point de vue, on a l'impression qu'on n'a pas envie là-dedans parce qu'on a une connaissance de nos réel, mais qu'en fait, peut-être qu'on se trompe et que, bah, effectivement, on serait plus heureux dans cette machine. Alors, on pourrait dire ça, mais comme je vous ai dit, en général, c'est une question assez classique, hein. Je pense que 10 000 profs de philo l'ont posé à leurs élèves en général. Puis même, il y a eu des études là-dessus qui vont voir ce que les gens pensent, etc. En général, on vérifie que les gens ont bien compris qu'il y aurait plus de plaisir dans la machine que à l'extérieur. Et même quand les gens ont compris ça, ils n'ont pas envie d'entrer dans la machine en général. Dans quel sens? Pas que- On n'arrive pas à expérimenter Alors l'idée, c'est que les gens diraient ça, mais intérieurement, ils continueraient à se dire que finalement, ils auraient plus de plaisir en dehors de la machine. C'est ça l'idée? ouais. Ouais. On n'arrive pas à se rendre compte qu'on aurait plus de plaisir dans la machine. Voilà. Bah alors vous pouvez, oui, oui, vous pouvez défendre ça, mais il faut quand même expliquer pourquoi dans ce cas-là, les gens disent le contraire, quoi. Vous supposez l'idée que les gens le disent, mais qu'ils ne le pensent pas vraiment. C'est une possibilité qui est ouverte, mais c'est une possibilité coûteuse comme réponse. Voilà. Si vous êtes hédoniste et que vous voulez répondre ça, il va falloir développer pourquoi les gens disent ça alors qu'ils pensent le contraire ou quelque chose comme ça. Ils pensent qu'ils ne savent pas. Ah, je veux dire, le pense, mais ils n'arrivent pas à l'intégrer. Alors, c'est une piste que vous pouvez creuser, mais vous voyez qu'il va falloir argumenter un peu. Et comme tout argument philosophique, alors, par exemple, ça me paraît plus simple de me dire qu'il faut essayer d'argumenter en disant que les gens comprennent qu'il y a plus de plaisir dans la machine, mais par contre, ils se trompent en pensant que le bonheur, c'est de ne pas avoir plus de plaisir. Il y a aussi cette possibilité-là qui est possible. Et donc, à partir du moment où vous avez une sorte d'intuition très forte comme ça demande un effort d'argumentation d'aller contre, quoi. Je n'ai pas dit que l'hédonisme était réfuté. Comme je dis, il y a encore des gens qui défendent l'hédonisme, mais un des problèmes avec lequel doit se débattre l'hédonisme, c'est ça, quoi. L'idée que ça fait des prédictions très contre-intuitives dans ces cas-là. Ben alors, je ne vais pas faire un développement de l'hédonisme contemporain, mais voilà, vous pouvez aller dans cette direction-là, effectivement. Il y avait une autre main quelque part? Non, c'est bon. Alors, la deuxième, oui. Non, on ne va pas la faire, elle n'est pas à l'examen, si c'est la question. Il y avait une autre question? Plus théorique? Non. Non, non, ça c'est juste. Ce chapitre est là au cas où on ne progresserait pas assez vite. Mais en général, depuis 2021, je n'ai jamais eu l'occasion de le faire. Mais en 2020-2021, c'était tranquille pour des raisons que vous pouvez imaginer. Il n'y avait pas beaucoup de questions. Mais maintenant, il y en a un peu plus. Voilà. Donc la deuxième théorie
de ce qu'est le bonheur, c'est la satisfaction des désirs. C'est ce qu'on appelle la théorie de la satisfaction des désirs. Et qu'est-ce que c'est la théorie de la satisfaction des désirs? C'est très simple. Ce qui fait qu'on est heureux, c'est que nos désirs soient satisfaits. Alors, beaucoup de gens se trompent sur satisfait. Dire qu'un désir est satisfait, c'est pas que vous avez un sentiment de satisfaction, ça veut dire que vous avez eu ce que vous désirez. C'est pas la même chose que des fois, vous pouvez avoir ce que vous désirez sans être au courant que vous l'avez eu. Dans ce cas-là, il n'y a pas de sentiment de satisfaction. À l'inverse, vous pouvez croire que votre désir a été rempli, que vous avez ce que vous avez eu, ressentir un sentiment de satisfaction, mais en fait, votre désir est pas satisfait. Donc vraiment, l'idée, c'est que là, vous êtes heureux quand vous obtenez ce que vous désirez. Donc, autrement dit, on peut résumer ça en disant le bonheur, c'est obtenir ce que l'on veut. Et on peut prendre en compte l'idée qu'il y a des désirs qui sont plus forts que d'autres, hein. Il y a des désirs qui sont plus importants que pour vous. Et un désir est d'autant plus important pour compter le bonheur que c'était un désir qui était important et fort. Ça va jusque-là? Donc en gros, si vous voulez savoir si quelqu'un est heureux, vous prenez ses désirs, puis vous regardez combien de désirs sont satisfaits. Et si beaucoup de désirs sont satisfaits, il est heureux. Si beaucoup de désirs sont frustrés, on va dire il est plutôt malheureux. Voilà, ça va comme ça. Alors c'est assez différent de l'hédonisme, hein, même si à première vue, c'est pas évident. Alors, il y a plusieurs façons de. Alors, comme je dis, la théorie de la satisfaction des désirs, c'est comme l'hédonisme, c'est une famille. En fait, il y a plein de façons de le faire. Par exemple, une grande opposition, c'est de savoir comment est-ce qu'on compte le bonheur. Est-ce qu'on prend en compte tous les désirs? Par exemple, voilà, vous avez tous ces désirs-là, du plus petit qui consiste à, je sais pas, aller vous gratter le nez là tout de suite, à celui qui consiste à vous dire, voilà, c'est ça que je veux faire de ma vie, c'est mon projet, quoi. Voilà, il y a quand même des désirs plus importants et à plus long terme que d'autres, mais l'idée, c'est que, première version de la théorie, c'est que tous ces désirs comptent. Alors, certains plus que d'autres, hein, mais ils comptent tous. Donc, si vous voulez savoir si quelqu'un est heureux, vous faites le décompte de tous ses désirs. Et puis, il y a des théories un peu différentes qui disent non, non, mais ce n'est pas tous les désirs qui comptent, c'est des désirs qui portent précisément sur le type de vie qu'on veut vivre. Hein. Voilà, le désir de se gratter le nez, ça ne compte pas. Vous voulez vous gratter le nez, mais vous n'êtes pas. Peut-être que votre désir, c'est pas de devenir le type de personne qui se gratte le nez en permanence. Vous voyez la différence? Hein, de la même façon, par contre, vous avez peut-être des désirs très centrales sur le type de personne que vous voulez être, le type de métier que vous voulez faire, le type d'avenir que vous voulez avoir. Alors, c'est important parce que les deux théories n'ont pas les mêmes résultats. Alors, on va se concentrer sur la première parce que c'est la plus classique. Mais par exemple, un exemple classique, c'est imaginer qu'une personne ait un idéal ascétique. C'est-à-dire, par exemple, elle veut devenir une sorte de prêtre qui renonce à tous les désirs et à tous les biens. C'est ça son projet de vie, le plus important, le plus ultime. Mais que bon, cette personne n'arrive pas à se plier à son projet. Elle passe son temps à faire la fête, à satisfaire plein de désirs. Bah, cette personne-là, elle a réussi sa vie selon cette théorie, parce que finalement, elle a satisfait plein de désirs en allant tout le temps satisfaire ses désirs, mais elle a raté sa vie selon la deuxième théorie, parce qu'elle n'a pas rempli le désir le plus central de son existence, celui d'être la personne qu'elle voulait être. Est-ce que vous voyez un peu la différence? Donc, elle a rempli plein de désirs, justement, en sortant toujours, faisant la fête, se vautrant dans les plaisirs, c'est terrible. Mais elle n'a pas été un traître ascétique, ce qui était son but. Donc voilà, faut vraiment voir que les deux théories sont différentes, mais on va se concentrer vraiment sur la première, qui est l'idée que ce qui compte, c'est le nombre de désirs que vous avez satisfaits, sans faire de distinction entre les désirs plus généraux et les désirs plus singuliers. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le temps de traiter toutes les versions. Et c'est celle-là qui est la plus classique. Est-ce que vous comprenez un peu la distinction entre les deux versions? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Donc là, c'est tous les désirs comptent. Dès que vous satisfaites un désir, ça augmente un peu votre bonheur. Hein. Par exemple, on pourrait le dire, voilà, j'ai pris le désir de se gratter le nez, mais on pourrait dire, voilà, si vous avez très envie de vous gratter le nez et qu'on vous en empêche, bah, ça vous rend quand même un petit peu malheureux, quoi. Pas très agréable. Euh, alors, pourquoi est-ce qu'on pourrait être attiré par la théorie de la satisfaction des désirs? Bah déjà, un des grands avantages de la théorie de la satisfaction des désirs, c'est qu'elle échappe à l'objection de la machine à expérience. Pourquoi? Bah, dans la machine à expérience, vous avez l'impression que vos désirs sont satisfaits. Par exemple, reprenons l'idée que votre projet dans la vie, c'est de devenir un écrivain célèbre. Bah, vous pouvez avoir l'impression dans la machine que ce désir est satisfait, que vous êtes devenu un écrivain célèbre. Voilà, dans la machine, vous avez l'impression que tout le monde dit ah, son livre était incroyable, etc. Mais dans la réalité, vous n'avez rien écrit parce que vous êtes branché à la machine. Donc, sa théorie a dit bah non, vous n'êtes pas heureux. Vous avez juste l'impression d'avoir satisfait votre projet, votre désir, mais vous ne l'avez pas vraiment satisfait. C'est pour ça que cette vie, elle n'est pas bonne. C'est pour ça qu'on ne veut pas entrer dans la machine à expérience de Nozick, parce que ce qu'on veut, c'est pas avoir juste l'impression d'avoir satisfait nos désirs, mais on veut les satisfaire pour de vrai. Est-ce que vous voyez l'idée? Donc, de la même façon, je vous avais dit tout à l'heure, on avait l'exemple de A et B. A qui est merveilleux, qui pense qu'il est merveilleux et il est effectivement merveilleux. B qui pense qu'il est merveilleux, mais il n'est pas merveilleux. On a quand même l'impression que la vie de A est meilleure que la vie de B. Et la théorie de la satisfaction des désirs explique ça très simplement. Pourquoi? Parce que A a vraiment satisfait un certain nombre de désirs.
je sais pas, être une bonne personne, avoir des amis, avoir une famille, etc. Et B n'en a pas vraiment satisfait. Il a juste l'impression de les satisfaire. Donc vous voyez que ce n'est pas la même chose que l'hédonisme, hein. L'hédonisme se concentre sur ce que vous ressentez, et ici, on se concentre sur ce qu'on a effectivement satisfait. Alors ça, j'en ai pas parlé dans l'hédonisme, c'est une question que j'aime beaucoup, mais c'est une question que pose Aristote. C'est est-ce que ce qui se passe après votre mort peut influencer sur si votre vie a été bonne ou pas? Est-ce que finalement, des trucs qui se passent après votre mort peut rétroactivement dire si votre vie a été plus ou moins bonne? Alors comme ça paraît un peu contre-intuitif. Mais l'exemple que donne Aristote, je pense, est assez intuitif. Il dit, imaginez, par exemple, pendant toute votre vie, vous avez fait beaucoup d'efforts pour être sûr que vos enfants soient à l'abri du besoin. Voilà, bon, maintenant, comme on vit très très vieux, l'exemple marche moins bien, mais en général, quand on meurt, les enfants sont déjà en train de s'occuper de leurs enfants. Et voilà, reprenons le contexte de l'époque. Voilà, on a mis plein d'argent de côté pour être sûr que nos enfants n'aient pas de problème, pour qu'ils puissent vivre une vie bonne. On a peut-être construit aussi, je sais pas, une entreprise, une fondation dont on est très fier et qu'on lègue à d'autres personnes. Et l'idée d'Aristote, c'est que ça semble quand même faire une différence si vous avez fait tous ces efforts, paf, vous mourrez, et juste après, eh ben, vos enfants sont très heureux grâce à vous, ils prennent soin de ce que vous leur avez légué, les gens perpétuent votre héritage, ou bah, à partir au moment même où vous êtes mort, vos enfants font n'importe quoi et dilapident l'héritage et tous vos efforts n'ont servi à rien. Tout ce que vous avez construit est complètement détruit et personne n'en prend soin. Voilà, ce que dit Aristote, c'est bon, si vous avez fait tous ces efforts dans la vie, et il semble que ce qui se passe après, hein, le résultat de vos efforts après votre mort, rétroactivement influence un peu le jugement qu'on peut avoir si sur votre vie a été bonne ou pas. Je ne sais pas si vous avez cette intuition-là. Un exemple plus simple, c'est voilà, imaginez que vous êtes militant dans un pays dirigé par une dictature, vous faites un baroud d'honneur, vous sacrifiez votre vie dans une tentative ultime, et soit ça réussit, grâce à vous, tout le monde est sauvé, ou soit ça foire lamentablement et votre sacrifice n'a complètement servi à rien. Ça, l'idée d'Aristote, c'est que ça colore peut-être un petit peu l'évaluation qu'on a de votre vie, quoi. Ce sacrifice ultime qui sert complètement à rien, c'est nul, quoi. Donc vous pouvez pas expliquer ça du point de vue hédoniste, parce que ce qui compte pour la qualité de votre vie de l'hédonisme, c'est juste ce que vous avez ressenti. Alors même si vous êtes mort en pensant que tout ce que vous avez fait a servi à quelque chose, c'est tout ce qui compte. Si ça a servi à quelque chose ou pas, ça ne compte pas. Mais la théorie de la satisfaction des désirs dit si, vous avez des désirs qui portent sur ce qui va se passer après votre mort en général, hein. D'ailleurs, c'est un peu le principe des dernières volontés, hein. Si vous êtes hédoniste, d'ailleurs, vous n'avez aucune raison de respecter les dernières volontés des gens. Je vous préviens, parce que ça ne leur fait aucun mal, ils sont morts, ils ne ressentent rien. Pourquoi est-ce que vous respecteriez leur dernière volonté, bon sang de bonsoir? Tandis que dans la théorie de la satisfaction des désirs, c'est quand même important de respecter les dernières volontés des gens, parce que c'était leur désir, et c'est important de respecter les désirs des gens. Donc il y a un peu tous ces côtés intuitifs sur est-ce que ce qui se passe après ma mort compte? La théorie de la satisfaction des désirs dit oui, d'une certaine façon, parce que j'ai des désirs qui portent sur ce qui se passe après ma mort. Et du coup, ça répond aussi au problème posé par Mill. Pourquoi est-ce que pour Mill, effectivement, il sera plus heureux s'il est un Socrate insatisfait qu'un porc satisfait? Pas parce qu'il a plus de plaisir, mais probablement parce que c'est plus important pour Mill. Ce qu'il veut, c'est être un philosophe, quelqu'un qui réfléchit, pas juste quelqu'un qui goûte des désirs. Donc tous ces problèmes de l'hédonisme, ils sont pris en compte par la théorie de la satisfaction des désirs. Parce que vous voyez, c'est un peu comme ça qu'on décide des théories en philosophie. On dit, voilà, telle théorie a certains problèmes, et telle autre théorie peut répondre à ces problèmes. Alors, je ne dis pas que vous devez accepter cette théorie-là. Alors, mais une des raisons pour lesquelles les gens sont attirés par la théorie de la satisfaction des désirs, c'est que ça reste une théorie subjectiviste. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en gros, les théories du bonheur en philosophie, on distingue deux grands types. On distingue les théories subjectivistes et les théories objectivistes. Les théories objectivistes, c'est l'idée que pour savoir si quelqu'un est heureux, vous avez littéralement une grille de trucs objectifs à appliquer à sa vie. Par exemple, vous pouvez dire est-ce qu'il a une famille, est-ce qu'il a des enfants, est-ce qu'il a un travail. Puis s'il coche toutes les cases, c'est bon, vous pouvez dire il a une vie bonne, quoi. Alors le problème de cette théorie-là, c'est qu'on pourrait se dire, ben oui, mais enfin, quelqu'un qui n'a pas d'enfant et qui s'en fout complètement, on ne voit pas pourquoi le fait qu'il n'en ait pas, ça rendrait sa vie moins bonne. De la même façon, quelqu'un qui n'a pas de travail, mais qui est très très bien comme ça, on ne voit pas pourquoi le fait qu'il n'ait pas de travail, ça influencerait. De la même façon, si vous n'avez pas d'amis, mais que vous êtes complètement antisocial, on ne voit pas pourquoi ça devrait être un problème pour votre vie, pourquoi ça rendrait votre vie moins bonne. Donc c'est pour ça qu'en général, beaucoup de gens sont attirés vers les théories subjectivistes. C'est l'idée que bah, quelque chose augmente votre bonheur uniquement si, quelque part, ça compte pour vous. Dans ce sens-là, l'idée, c'est que l'hédonisme, c'est une théorie subjectiviste, dans le sens où bah, quelque chose augmente votre bonheur parce que ça vous fait plaisir. Et ça pourrait ne pas faire plaisir à quelqu'un d'autre, hein, vous voyez. Et la théorie de la satisfaction des désirs, ça reste une théorie subjectiviste, parce que son idée, c'est que quelque chose augmente votre bonheur parce que vous en aviez envie, hein.
Donc ça évite de plaquer des catégories objectives sur la vie de quelqu'un. Alors je ne dis pas que l'objectiviste a tort, hein, mais je dis qu'en général, c'est considéré comme un avantage de se dire, bon, bah, en général, une théorie du bonheur, elle doit expliquer pourquoi le bonheur, ça compte pour nous, quoi. Si le bonheur, c'est juste une liste de critères dont on peut finalement ne pas se soucier, c'est un peu embêtant. Oui, Une théorie subjectiviste, c'est une théorie qui varie dans l'individuel. c'est ça, c'est pour ça que c'est ouais, exactement. C'est qui permettent. Alors, il y a beaucoup de discussions sur est-ce que l'hédonisme est vraiment une théorie subjectiviste, parce que finalement, elle dit le seul truc qui compte, c'est le plaisir. On peut dire que c'est objectif quelque part, mais l'idée, c'est que ça reste subjectif, parce que tout le monde tire pas du même plaisir des mêmes choses, quoi. Donc ça permet une sorte de variation de l'individu, et ça permet l'idée que le bonheur peut consister dans des choses très différentes selon chaque individu. Tandis que, par exemple, on pourrait dire que la théorie d'Aristote qu'on a vue est une théorie objectiviste. Elle vous dit qu'est-ce que c'est le bonheur? C'est la contemplation de la vérité. Voilà, vous ne le savez pas, mais si vous ne passez pas 5 heures par jour à contempler la vérité, vous n'êtes pas heureux. Même si vous avez l'impression de l'être, votre vie, elle n'est pas bonne. Hein. Voilà, ce serait un peu une conclusion d'Aristote. Peut-être que quelqu'un est très heureux subjectivement de ne pas contempler la vérité 24 heures sur 24, mais pour Aristote, ça ne voudrait pas dire que sa vie est bonne pour autant. Parce qu'il y a un critère objectif qui dit non, la vie bonne, c'est être vraiment humain, contempler la vérité. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Donc là, il y a deux grandes théories subjectivistes, c'est l'hédonisme et la théorie de la satisfaction des désirs. Et ça, c'est les arguments en faveur de la théorie de la satisfaction des désirs. Est-ce que ça va? Vous voyez, je vais peut-être un peu vite, mais est-ce que vous voyez l'idée? En gros, vraiment, l'idée, c'est si vous avez ce que vous voulez, vous êtes plus heureux. Votre vie est meilleure, en tout cas. Il ne faut pas prendre heureux au sens subjectif. Hein. J'utilise heureux au sens où c'est utilisé chez les Grecs, ça veut dire votre vie est meilleure. Votre vie est plus bonne. Alors, le problème, c'est que, bah, contrairement à l'hédonisme, où on trouve plein d'exemples dans la philosophie antique, bah, la théorie de la satisfaction des désirs, c'est surtout quelque chose qui est développé dans le contexte contemporain. Mais on trouve au moins un grand représentant de cette théorie dans la philo antique. C'est dans un dialogue de Platon, il y a quelqu'un qui défend ardemment cette théorie sur laquelle le bonheur, c'est avoir le plus de désirs possible et être capable de les satisfaire. Et c'est pour ça qu'on va parler de Platon aujourd'hui et la semaine prochaine. Et avant de Platon, je vais revenir sur Socrate, sur lequel j'étais passé il y a un petit moment dans l'introduction. Alors, je sais que, bon, généralement, vous savez qui est Socrate, mais bon, c'est un cours d'introduction, donc il faut quand même bien en parler un petit peu. Oui? Et concernant l'hédonisme, ça veut dire qu'on quitte les épicuriens. Ouais, c'est ça, on n'est plus dans les épicuriens du tout. Les épicuriens disent, voilà, ce qui compte, c'est le plaisir. Et vous remarquez d'ailleurs, les épicuriens disent, mais il faut se débarrasser des désirs. Pour avoir le plus de plaisir, il faut se débarrasser des désirs. Dans la théorie de la satisfaction des désirs, bah, c'est pas clair qu'il faille se débarrasser des désirs. Au mieux de tenter de les satisfaire, si possible, quoi. Euh, Alors, on va commencer par Socrate. Donc, je reprends ici. Hein. Socrate est considéré le père de la philosophie. Comme j'ai dit, il y a beaucoup de philosophes avant, mais comme je l'ai expliqué dans la première séance, ce qui fait l'originalité de Socrate, c'est de se dire, hey, si en fait la philosophie, elle parlait des choses qui sont importantes pour la vie humaine, et pas juste des planètes, des étoiles, de la reproduction des animaux, de la forme de la Terre, de ces trucs-là. Hein. Si on parlait de la vie bonne. Ouais. Donc, il est né en 470 avant Jésus-Christ. Son père est sculpteur. Il fait pas mal de jeux de mots là-dessus dans ses dialogues. Mais de façon plus importante, sa mère est sage-femme. Ceux qui savent, savent. Je réexpliquerai après pourquoi c'est important. Et vous le savez, il meurt en 399 après un procès dans lequel il est accusé de renier les dieux de la cité, d'introduire de nouveaux dieux et surtout de corrompre la jeunesse. Hein, il y a trois accusations. Et Socrate, c'est quelqu'un qui n'écrit pas. Voilà, on n'a aucun écrit de Socrate. On a des dialogues de Platon dans lesquels il explique pourquoi l'écriture c'est nul. Alors, si vous le prenez la fin du. C'est dans le T, peut-être? Non, c'est dans le Phèdre. Ah, dans le Phèdre, il y a tout un truc où il explique pourquoi l'écriture et les livres, c'est des trucs qui vont corrompre la jeunesse. Les gens vont plus apprendre par cœur, ils vont plus retenir, ça va être des écrits morts, etc. Donc voilà, le progrès, la corruption de la jeunesse, forcément. Mais on a quand même quelques sources sur Socrate. Et les trois principales sources qu'on a, c'est Platon, qui est un élève de Socrate, et dont vous avez peut-être entendu parler, un petit peu. Xénophon, qui est aussi un élève de Socrate, et qui a aussi écrit des dialogues où Socrate parle, mais que vous connaissez peut-être un petit peu moins. Alors c'est très marrant parce que Platon ne parle jamais de Xénophon dans ses dialogues, et il semble qu'il y ait une sorte de petite querelle, ou en tout cas une sorte de compétition entre les deux. Donc voilà, donc en général, Platon ne parle pas de Xénophon. Et la troisième source, c'est Aristophane, qui est un comédien de l'Antiquité et qui a écrit justement une comédie entièrement dédiée à Socrate et à le ridiculiser. Et c'est probablement par cette comédie que la plupart des gens connaissaient Socrate à l'époque, ce qui explique un certain nombre de trucs. Voilà, c'est les trois grandes sources qu'on a. Et comme je disais, bah, en général, les Athéniens
connaissez surtout Socrate à travers la comédie que tu as consacrée à Aristophane. Alors, je ne sais pas si vous voyez qui est Aristophane, mais ce n'est pas n'importe qui. Hein. Ce n'est pas le comique qui joue au cabaret du coin. C'est un des plus grands comédiens de l'époque. Ses pièces se jouent devant toute Athènes. Il est très connu. Oui. C'est vrai, personne de cohérent à travers tous les récits. Alors, clairement pas dans Aristophane, on va le voir. Et après, il y a des points communs entre Platon et Xénophon et des trucs qui changent. Mais bon, rappelons-nous que le personnage de Socrate n'est même pas cohérent d'un dialogue de Platon à l'autre. Hein. Si on prend les premiers dialogues et les derniers, c'est pas exactement le même personnage. Hein. Les premiers dialogues de Platon, c'est Socrate qui pose que des questions. Les derniers dialogues de Platon, c'est Socrate qui parle pendant 3 pages et quelqu'un qui dit oui, Socrate. Voilà, on est quand même sur des personnages un poil différents. Que c'est la peur ou de Socrate quand Alors, ben, je vais y venir justement. Je vais prendre ça en détail parce que c'est justement une question assez intéressante. Et donc, ça change en fait d'un dialogue à l'autre. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le Socrate de Platon et le Socrate de Xénophon sont quand même pas toujours pareils, quoi. Donc, ça suppose qu'il y a quand même une certaine part d'interprétation qui vient des auteurs. Alors, comme je disais, les Athéniens connaissent beaucoup Socrate à travers la pièce d'Aristophane qui s'appelle Les Nuées. Et en fait, le Socrate d'Aristophane, il réunit deux choses que les gens n'aiment pas du tout à l'époque. Voilà, c'est vraiment le truc qui rassemble tous les trucs que les gens détestent. Alors, c'est la comédie. Hein. La comédie d'Aristophane, c'est vraiment, c'est pas un truc disruptif. Hein. C'est le gros bon sens de l'époque. En gros, ça représente un peu la pensée de l'Athénien moyen. On va taper sur tous les trucs qu'on n'aime pas. C'est souvent le cas de l'humour en général. Alors, en gros, le Socrate d'Aristophane, il est deux figures. C'est un physicien, c'est quelqu'un qui étudie les phénomènes naturels et qui renie l'existence des dieux, du coup. Et c'est aussi un rhéteur et un sophiste. Il apprend aux gens à bien parler contre de l'argent pour permettre aux gens de gagner leur procès, même quand ils ont tort. Alors, en gros, le scénario des nuées est très simple. C'est un personnage principal qui va être traduit par Tourneboule, qui est un Athénien moyen, et il est ruiné. Pourquoi est-ce qu'il est ruiné? À cause de son fils, bien sûr, de jeune adolescent, qui dépense tout son pognon dans les chevaux. Alors ça, c'est un truc assez courant dans les comédies de l'époque, c'est il y a un truc avec les jeunes Athéniens et les chevaux. Ils dépensent tout pour acheter des chevaux, des accessoires pour chevaux. Donc le type est ruiné parce que son jeune fils, adolescent, jeune adulte, dépense tout dans les chevaux. C'est terrifiant. Et donc, bien sûr, il commence à avoir plein de gens qui lui intentent un procès pour se faire rembourser. Et comme il est important de le savoir, à Athènes, il n'y a pas d'avocat. Hein. C'est vous-même qui vous défendez dans les procès. Hein. Et c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de gens qui vendaient leurs services pour apprendre à être convaincants, apprendre à bien parler, apprendre à vous défendre dans les procès. Alors, Tourneboule dit, bah, hé, mon fils, tu sais comment on va faire, tu vas te bouger les fesses et tu vas aller chez Socrate apprendre à bien parler. Comme ça, on va tous les embobiner dans les procès et on va gagner tous les procès. Mais comme le fils de Tourneboule est un adolescent la jeune adulte, il fait ah, j'ai pas envie. Et donc il dit bah, c'est pas grave, je vais y aller moi-même. Quoi. Donc là, c'est le moment où il arrive chez Socrate. Il arrive pour apprendre à bien parler et à embobiner les gens. Donc voilà le dialogue, hein, et Socrate et Socratiné. Pourquoi me hais-tu, créature d'un jour? Alors là, il faut voir que Socrate, dans la pièce, il est perché dans une sorte de seau qui est hissé avec une corde. Il est en hauteur. Alors, d'après ce qu'on sait, peut-être qu'il y avait une sorte de fumée pour montrer qu'il est dans les nuées, quoi. Donc, il est en train de contempler les astres et comment fonctionnent les phénomènes célestes. Mais d'abord, qu'est-ce que tu fais? Je t'en supplie, explique-moi. J'arpente les airs et en esprit, j'enveloppe le soleil. Voilà, il comprend comment fonctionne le cosmos. Alors tu montes sur un caillebotis pour traiter les dieux hauts de ton esprit et tu n'as pas les pieds sur terre en tout cas. Non, car jamais je n'eusse découvert en toute justesse le secret des célestes réalités si je n'avais mis mon intellect en suspension et amalgamé la subtilité de ma méditation à l'air qui lui est consubstantiel. Si j'étais resté au sol pour scruter d'en bas les choses d'en haut, jamais je n'eusse rien découvert. Certes non, car la terre draine irrésistiblement à elle la sève de la méditation. C'est tout ce qui passe pour le cresson. Tout juste ce qui passe pour le cresson. Donc voilà, Socrate, c'est une sorte de grand illuminé. Il est là, il regarde le cosmos. Quoi, la méditation draine la sève dans le cresson? Mais voyons, Socratiné, descends de ces hauteurs jusqu'à moi pour me donner les leçons que je suis venu me chercher. Et tu es venu pourquoi? Je veux apprendre à parler. C'est que j'ai des intérêts à payer, des créanciers mauvais coucheurs qui me pillent et me saignent. Mes biens sont saisis. Hein. Voilà, donc je ne vais pas tout lire, mais donc voilà, on va chez Socrate pour apprendre à bien parler. Et Socrate, c'est une sorte d'illuminé qui regarde les étoiles. Alors ce qui est important, c'est que du coup, comme vous l'avez compris, Socrate, c'est un amalgame de deux choses que les gens bien, quoi, hein, la classe moyenne, quoi, n'aiment pas trop à l'époque. C'est d'un côté les physiciens, les présocratiques, et de l'autre, les sophistes, qui sont ces gens-là qui apprennent à bien parler aux gens, qui ne sont pas du tout les mêmes, mais vraiment Socrate dans la pièce, c'est une sorte de mélange entre les deux, de fusion entre les deux.
Alors, du coup, ce qui est important, c'est que la figure de Socrate dans la pièce, elle correspond exactement aux accusations qui vont être portées contre Socrate lors de son procès. Il ne reconnaît pas les dieux de la cité et il introduit les divinités nouvelles parce qu'il est en train de regarder le ciel et de ne pas penser aux dieux. Et il cherche à corrompre la jeunesse en lui apprenant à bien parler, à ne pas respecter la justice, à embobiner les gens. Alors, ces accusations contre Socrate, on les retrouve à la fois chez Xénophon et Platon. Pour le coup, les deux sont d'accord, hein. Les deux disent, voilà, de quoi a été accusé Socrate de ces choses-là. Par exemple, si on prend l'apologie de Socrate, il y a directement une définition, une référence à Aristophane. Donc là, c'est Socrate qui parle pour se défendre dans son procès. Reprenons donc dans son principe l'accusation sur laquelle s'appuient mes calomniateurs et qui a donné à Mélitos la confiance de me traduire devant le tribunal. Voyons que disent mes calomniateurs, car il faut mettre leur accusation dans les formes et la lire comme si elle était écrite et le serment prêté. Socrate est un homme dangereux qui, par une curiosité criminelle, veut pénétrer ce qui se passe dans le ciel et sous la terre, fait une bonne cause d'une mauvaise, ça veut dire arrive à trouver des arguments contre les choses qui sont vraies, hein. Une bonne cause, c'est la vérité. Il arrive à transformer ça en mauvaise. Et enseigne aux autres ses secrets pernicieux, hein. Il apprend aux autres à embobiner les gens. Voilà l'accusation, c'est ce que vous avez vu dans la comédie d'Aristophane, où l'on représente un certain Socrate qui dit qu'il se promène dans les airs et autres semblables extravagances sur des choses où j'entends absolument rien. Voilà. Donc ça, c'est la source la moins fiable, c'est Aristophane. Voilà. Comme vous voyez, c'est à l'air d'être une sorte de mash-up un peu de tous les trucs que les gens aiment pas. C'est pas clair que ça représente très très bien Socrate. Alors, pourquoi? Parce que, en gros, ça confond d'un côté Socrate avec les physiciens présocratiques, dont j'ai déjà parlé. Présocratiques, c'était tous ces philosophes qui cherchaient effectivement à expliquer ce qui se passait dans le ciel, sur la terre, à partir de principes physiques, souvent, mais pas toujours, en reniant l'existence des dieux. Et Socrate n'est pas un physicien, car si on en croit ses élèves, en fait, s'il y a vraiment un truc qui ne l'intéressait pas, c'était la science physique, la science naturelle, hein. Donc là, c'est un extrait des Mémorables du Xénophon. Donc ça, vous pouvez le trouver sur Internet. Les Mémorables de Xénophon, c'est un ensemble de chapitres dans lequel Xénophon raconte ce que faisait Socrate, en fait. Voilà ce que dit Xénophon. Jamais personne n'a vu Socrate commettre ni ne l'a entendu dire quoi que ce soit d'irreligieux ou d'impie. En effet, il ne discutait même pas non plus de la nature de toute chose, comme le faisaient la plupart des autres, en examinant ce qu'il en est de ce que les sophistes appellent le monde. Comment il en est et en vertu de quelle nécessité se produit chacun des phénomènes célestes. Il faisait même la démonstration que ceux qui réfléchissent à de tels sujets ont perdu la raison. En gros, si vous passez votre temps à étudier le ciel, le fonctionnement de la nature, vous avez perdu la raison, selon Socrate de Xénophon. Il examinait d'abord si c'est parce qu'ils s'imaginaient connaître suffisamment les choses humaines qu'ils en venaient à réfléchir à de tels sujets, ou si en négligeant les affaires humaines au profit de l'examen des choses divines, ils croyaient faire ce qu'il convient. Il s'étonnait qu'ils ne se fussent pas rendus compte que les hommes ne peuvent pas découvrir ces choses, puisque même ceux qui s'enorgueillissent le plus de discourir sur ces sujets ne partagent pas la même opinion, et que la manière dont ils se comportent les uns à l'endroit des autres rappelle les fous. Parmi les fous, en effet, certains ne redoutent même pas de ce qui est redoutable, d'autres ont peur même de ce qui n'est pas épeurant, certains ne semblent même pas avoir honte de dire ou de faire quoi que ce soit, pas même au milieu d'une foule, d'autres sont avis qu'il ne faut même pas sortir parmi les hommes, certains n'honorent rien, ni temple, ni autel, ni aucune autre chose divine, d'autres vénèrent des pierres, des morceaux de bois trouvés au hasard et des bêtes. Et parmi ceux qui se préoccupent de la nature de toute chose, certains sont d'avis que l'être est unique, d'autres qu'il est infini en nombre, ça c'est les atomistes, certains croient que toutes les choses sont toujours en mouvement, d'autres que rien ne saurait jamais se mouvoir, certains sont d'avis que toutes les choses viennent à l'être et périssent, d'autres que rien ne vient à l'être et ne périt jamais. Il examinait aussi à leur sujet les questions suivantes. Tout comme ceux qui apprennent les affaires humaines se proposent de réaliser pour leur propre bénéfice et pour celui des êtres de leur choix ce qu'ils ont appris, ceux qui font porter leurs recherches sur les choses divines considèrent-ils qu'une fois instruits par quelque nécessité, chaque chose vient à l'être, ils pourront produire à volonté et au besoin, vent, pluie, saison et n'importe quel autre phénomène de ce genre. Donc en gros, ce que Socrate dit, c'est à quoi ça sert? Une fois que vous aurez étudié comment fonctionnent les phénomènes célestes, la pluie, l'orage, est-ce que vous pourriez le reproduire? Alors, ou bien n'espère-t-il rien de tel dans la mesure où il leur suffit seulement de connaître comment chacun de ces phénomènes se produit? Voilà donc le genre de propos qu'il tenait concernant ceux qui s'occupent de ces sujets. Quant à lui, c'est toujours d'affaires humaines qu'il s'entretenait, examinant en quoi consiste le pieux et l'impie, le beau et le laid, le juste et l'injuste, la modération et la folie, le courage et la lâcheté, la cité et le politicien, le gouvernement des hommes et l'aptitude à les gouverner. Donc, en gros, ce que dit Socrate, c'est voilà, il faut ça d'abord ça. Avant de se consacrer à étudier la nature, il faudrait déjà qu'on sache comment gérer les choses humaines. Et a priori, ce n'est pas encore le cas. Et en plus, de toute façon, ça ne sert à rien. Tout ce qu'on fait, toute cette connaissance scientifique ne sert absolument à rien pour la pratique des choses humaines. Alors, vous voyez que c'est exactement l'inverse du raisonnement qu'on avait chez Aristote, qui était ça ne sert à rien. C'est justement pour ça qu'il faut le faire. C'est la connaissance pour la connaissance. C'est ça qui en fait le summum de l'activité humaine. Mais non, Socrate dit voilà, ce qui compte, c'est
la gestion des affaires humaines, pratique ici et maintenant. Tout ça, on n'en a rien à faire, ça n'est pas important. Donc, a priori, si on croit Xénophon, Socrate n'est pas un présocratique, hein, il n'est pas quelqu'un qui s'intéresse à la nature. Alors, le deuxième groupe avec lequel Socrate est confondu dans la pièce de non, d'Aristophane, c'est avec les sophistes dont j'ai déjà parlé, hein, qui sont ces gens qui apprennent à bien parler à la jeunesse athénienne en échange d'une rémunération, hein. Donc, je vous rappelle, hein, l'idée c'est que Athènes est une démocratie au sens très très fort, enfin, au sens très très faible dans le sens où les citoyens c'est quand même une très petite part de la population qui est là, mais au sens très très fort où c'est pas une démocratie représentative, hein. Les gens votent directement les lois. Donc beaucoup de choses sont tirées au sort à Athènes, mais par exemple, les gens votent les lois directement dans l'Assemblée, hein. Et il y a un certain nombre de postes élevés, général, pour lesquels les gens sont élus directement par l'ensemble des citoyens. Donc ils se présentent, ils parlent et ils sont élus. Donc c'est très important pour les enfants de bonne famille, hein, parce qu'Athènes a été une aristocratie, donc il reste des aristocrates, qui n'ont plus de pouvoir politique, mais qui cherchent à le récupérer en faisant élire leurs enfants ou en donnant de l'influence politique à leurs enfants. Donc c'est très important pour ces gens-là de savoir bien parler dans la vie athénienne. C'est aussi important pour les procès, comme on l'a vu, hein, parce qu'il faut se défendre soi-même. Et donc les sophistes arrivent et vendent leurs services parce que ce sont des maîtres d'éloquence, hein. Par exemple, on dit que Protagoras, qui est un sophiste, c'est lui qui a introduit, alors selon certaines sources de l'époque, c'est lui qui aurait inventé à Athènes cette idée de prendre deux personnes, de dire, voilà, un sujet, toi tu défends le pour, toi tu défends le contre, indépendamment de ce que tu crois, hein, ce qui compte, c'est de réussir à bien défendre. Donc il y a l'idée que c'est lui qui invente les concours d'éloquence, si vous voulez, et pour les philosophes de l'époque, c'est évidemment quelque chose d'absolument débile, hein. Parce qu'on est en train d'essayer de bien parler pour apprendre à bien parler, tandis qu'on devrait juste apprendre à chercher la vérité. Si maintenant je vous dis, voilà, vous devez défendre ça, même si vous n'y croyez pas, on est à l'inverse de la philosophie, si vous voulez, pour l'époque. Alors, ce qui est important, c'est que les sophistes sont aussi des gens qui sont suspectés d'athéisme, hein, donc c'est double peine pour Socrate. Beaucoup de présocratiques sont suspectés d'athéisme et il est lié aux présocratiques, mais il est aussi comparé aux sophistes qui eux aussi sont très athées. Euh, alors, si vous voulez lire des choses sur les sophistes, il y a ces petits volumes qui existent, qui regroupent tout. Et là, je vous ai mis un texte qui est sur le Moodle, je ne vais pas le lire entièrement ici, qui est un exemple, texte d'un, c'est un texte d'un sophiste qui s'appelle Critias, qui fait d'ailleurs partie de la famille de Platon, lui aussi, dans lequel il défend des thèses très classiques des sophistes, qui est l'idée que l'être humain est naturellement égoïste et amoral, et les lois, la loi morale, les lois politiques, ce pas des choses qui représentent des vérités morales, c'est juste des instruments qui ont été créés par les êtres humains pour contenir les êtres humains et les forcer à vivre ensemble. Donc la justice, la morale, c'est quelque chose de purement artificiel pour les sophistes, purement créé par l'être humain. Et ce texte est vraiment très très sympa parce qu'en fait, il va encore plus loin. Il dit même la religion, c'est quelque chose qui a été créé par l'être humain. Donc c'est un texte qui explique l'origine de la religion pour les sophistes. C'est juste, au début, les hommes s'entretuaient parce qu'ils sont tous fondamentalement égoïstes. On a mis en place les lois morales et politiques pour dire ah, c'est pas bien de taper sur les autres, vous serez punis si vous le faites. Donc là, les êtres humains ont commencé à coopérer, à cohabiter. Mais il restait quand même un problème, c'est que des fois, on peut agir sans être vu, on peut agir dans l'impunité. Et donc, pour convaincre les êtres humains continuer à être vertueux et juste, même quand il n'y a pas des gens pour les punir, personne pour les voir, on a inventé les dieux en disant si, si, les dieux, ils voient tout et ils peuvent punir n'importe qui. Donc, il faut toujours être gentil. Voilà. C'est à peu près la vision des sophistes sur la société humaine. C'est le bien, le mal sont des inventions complètement arbitraires, faites pour tenir les humains dans les règles et permettre la vie en société. Mais il n'y a pas de vrai bien, il n'y a pas de vrai mal pour les sophistes. Alors, comme vous pouvez le penser, ça n'était pas une pensée forcément que les gens aimaient entendre à l'époque. Donc, on utilisait les sophistes pour apprendre aux enfants à bien parler, ou même aux adultes, mais par contre, l'idée selon laquelle leur théorie était moins consensuelle, on va dire. Donc Socrate, Socrate, dans cette pièce d'Aristophane, il est lié à deux groupes de personnes qui ne sont pas spécialement des groupes que les personnes apprécient, si vous voulez, hein, en tout cas pour leurs idées. Ce qui explique en partie le procès qui lui est fait. Donc voilà, pourquoi est-ce que Socrate n'est pas un rhéteur? Pourquoi il n'est pas un sophiste? Tout simplement parce que une différence que Socrate soulève dans son procès, c'est de dire, mais moi, je ne me fais pas payer. Je fais ça vraiment juste pour le game, quoi. Je suis là, je parle aux gens dans la rue, effectivement, je les embobine, mais c'est complètement gratuit, je ne prends rien. Donc là, Xénophon, par exemple, donne un exemple de dialogue entre Socrate et Antiphon. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez qui est Antiphon, mais c'est le créateur de l'école cyrénaïque, hein, qui était un élève de Socrate. Et comme je vous disais, Antiphon, lui, après avoir suivi Socrate, a commencé à monnayer les talents de Socrate. Là, vous avez un dialogue entre Socrate et Antiphon. Au cours d'un entretien avec Socrate, Antiphon lui dit
Socrate, je crois sincèrement que tu es juste, mais que tu sois sage, je ne le crois pas du tout, et j'ai l'impression que toi aussi tu le reconnais. En tout cas, personne ne te verse d'argent pour ta compagnie, et pourtant ton manteau, ta maison ou tout autre bien que tu possèdes et auquel tu accordes une valeur, tu n'accepterais pas de les céder, je ne dis pas gratuitement, mais même à moins de leur valeur. Il est donc évident que si ta compagnie avait quelque valeur à tes yeux, elle te ferait gagner une somme d'argent qui ne serait pas inférieure à sa valeur. Tu es donc juste, puisque tu ne trompes pas par cupidité, mais sage, tu ne l'es pas, puisque tes connaissances n'ont aucune valeur. En gros, ce que Antiphon lui dit, c'est voilà, le fait que tu te fasses, que tu ne demandes pas d'argent pour tes enseignements, c'est que tu reconnais toi-même que tes enseignements n'ont aucune valeur. Donc, si tes enseignements n'ont aucune valeur, c'est que tu n'es pas sage, parce que si tu étais sage, tes enseignements auraient de la valeur. Oui. Bon, en gros, c'était le nom qui se donnait. Il y en a qui se présentaient juste comme maîtres de rhétorique, et les sophistes, ça veut dire les sages, en général, ils se présentaient comme ayant pas juste des talents en rhétorique, mais aussi des talents en sciences politiques, en sciences de la vertu, en ayant vraiment des connaissances. Ouais, voilà, on peut le dire comme ça exactement. Par exemple, si vous voyez dans le dialogue dans le Gorgias que vous allez à lire pour aujourd'hui, Gorgias s'introduit uniquement comme rhéteur. Il ne s'introduit pas comme sophiste, même si maintenant on le compte comme les sophistes. Donc tout le monde, ça. Ah, Protagoras. Bon, le nom, lui, était clairement sophiste, quoi. C'était vraiment, c'était son titre, c'est le sophiste, quoi. Mais bon, même, voilà, c'était juste deux termes différents qui pouvaient être utilisés. Euh, Ah, Caliclès. Bah, le problème de Caliclès, c'est qu'on ne sait pas s'il existe. Je vais y venir. Il y a tout un débat là-dessus, c'est un débat très intéressant. Ouais, il y a Gorgias, Polos, Caliclès. Caliclès est beaucoup plus proche des sophistes, il défend des thèses clairement sophistes, mais je ne crois pas que le terme soit prononcé dans le Gorgias. Euh, voilà, Socrate, qu'est-ce que Socrate replique à Antiphon? Antiphon, on a chez nous coutume de croire que l'on peut disposer de la jeunesse et du savoir aussi bien d'une façon noble que d'une façon honteuse. En effet, si quelqu'un vend sa jeunesse pour de l'argent à qui la désire, on l'appelle un prostitué. Mais si quelqu'un se fait un ami de celui en qui il a reconnu un amant vertueux, nous le tenons pour quelqu'un de sensé. Il en va de même pour le savoir. Ceux qui le vendent pour l'argent à qui le désire, on les appelle des sophistes. Mais l'homme qui se fait un ami de celui en qui il a reconnu un bon naturel en lui enseignant ce qu'il sait de bien, nous croyons qu'il fait ce qu'il convient en un bon et honnête citoyen de fait. En gros, l'idée, c'est que tout le truc, c'est de comparer les gens qui vendent leur savoir à de la prostitution. Voilà. En gros, c'est l'argument de Socrate, c'est oui, ben, je ne suis pas sage, mais toi, Antiphon, tu es un prostitué. Voilà, c'est en gros l'argument de Socrate. Donc ça vole très très haut, hein, Xénophon, si vous comparez à Platon. Mais vous voyez, en gros, ça reflète déjà que même chez Xénophon, Socrate n'aime pas les sophistes. Hein, parce qu'en gros, le sophiste, c'est euh, la prostitution du savoir. C'est tu te fais payer pour le savoir, alors que ce serait beaucoup plus beau de le diffuser pour soi-même. Alors, maintenant, qui est Socrate? Je le dis très vite, hein. Voilà, donc l'origine story de Socrate, vous la connaissez sûrement tous, c'est alors, il ne faut pas dire ça. En vrai, c'est pas à Socrate que l'oracle de Delphes définit ça, c'est qu'il y a un ami de Socrate qui va à Delphes, qui va voir l'oracle de Delphes. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est l'oracle de Delphes, ce qu'il faut que je prenne le temps. Alors, l'oracle de Delphes, c'était. Donc, vous aviez à Delphes un temple consacré à Apollon. Apollon, qui est entre autres, parce qu'il y a beaucoup de titres d'Apollon, le dieu de la divination, outre la musique, etc. Bref. Et il y avait là-bas un temple dans lequel il y avait toujours un oracle de Delphes, qui était une sorte qu'on appelle aussi la Pythie, qui était une prêtresse qui pouvait voir, qui avait des visions, et qui était vraiment quelque chose qui avait une influence politique énorme. Hein. Par exemple, si on voulait partir à la guerre, on pouvait consulter l'oracle de Delphes. Hein. Comment? Alors, c'était une vraie personne. Des spéculations que j'adore sur l'oracle de Delphes, c'est que donc c'était vraiment une caverne en fait qui était creusée à Delphes. Le temple était dans une caverne. Et il y a des archéologues qui spéculent que peut-être qu'en fait il y avait des vapeurs de soufre qui sortaient du sol de la caverne et que c'est peut-être pour ça que les gens avaient des visions. Mais c'est juste une spéculation. Mais en tout cas, l'oracle de Delphes a existé. Ça ne veut pas dire qu'elle avait des super pouvoirs vraiment, mais c'était plusieurs personnes. C'était une succession d'oracles. Donc là, il y a un ami de Socrate qui passe à Delphes, qui va voir l'oracle, et l'oracle lui dit, bah, tu sais, l'homme le plus sage, ça veut dire le plus savant, hein, à l'époque, rappelez-vous, l'homme le plus sophos, c'est Socrate. Et donc, il rapporte ça à Socrate, et Socrate, toujours très modeste, dit, ah, mais je ne comprends pas. Voilà. Quand je suis la réponse de l'oracle, je me dis en moi-même, que veut dire le Dieu? Quel sens cachent ces paroles? Hein. Car je sais bien qu'il n'y a en moi aucune sagesse, ni petite ni grande. Que veut-il donc dire en me déclarant le plus sage des hommes? Car enfin, il ne ment point, un Dieu ne saurait mentir. Donc voilà, Socrate est perplexe, on a dit qu'il était le plus savant des hommes, mais lui ne pense pas savoir quoi que ce soit de spécial. Je fus longtemps dans une extrême perplexité sur le sens de l'oracle, jusqu'à ce qu'enfin, après bien des incertitudes, je pris le parti que vous allez entendre pour connaître l'intention du Dieu. Donc là, il va aller tester, essayer de comprendre ce que voulait dire l'oracle. J'allai chez un de nos concitoyens, qui passe pour un des plus sages de la ville,
et j'espérais que là, mieux qu'ailleurs, je pourrais confondre l'oracle et lui dire, tu as déclaré que je suis le plus sage des hommes, et celui-ci est plus sage que moi. Euh, alors, examinant donc cet homme, dont je n'ai que faire de vous dire le nom, il suffit que c'était un de nos plus grands politiques, et m'entretenant avec lui, je trouvais qu'il passait pour sage aux yeux de tout le monde, surtout aux siens, et qu'il ne l'était point. Donc en gros, il dit, voilà, je vais tester si c'est vraiment moi le plus savant, je vais chez quelqu'un qui est réputé sage et savant, je lui pose des questions pour voir si c'est vraiment de quoi il parle, et suite à une série de questions qui est le type des séries de questions que Socrate pratique, il en conclut que finalement, cette personne ne sait rien. Bien sûr, la démonstration se fait devant tout le monde, hein, pas juste en privé. Après sa découverte, je m'efforçais de lui faire voir qu'il n'était nullement ce qu'il croyait être, très serviable, hein. Et voilà déjà ce qui me rendit odieux à cet homme et à tous ses amis qui assistaient à notre conversation. C'est vraiment très dommage quand même, hein. Lui, il voulait juste dire, ah, mais en fait, tu crois savoir des trucs, mais tu sais pas. Et là, il se vexe. C'est vraiment, les gens sont vraiment très susceptibles. Quand je l'eus quitté, je raisonnais ainsi en moi-même, je suis plus sage que cet homme. Il peut bien se faire que ni lui ni moi ne sachions rien de fort merveilleux, mais il y a sa différence que lui, il croit savoir, quoiqu'il ne sache rien, et que moi, si je ne sais rien, je ne crois pas non plus savoir. Il me semble donc, alors cela du moins, je suis un peu plus sage que je ne crois pas savoir que ce que je ne sais point. L'idée, c'est que Socrate ne sait rien de spécial, mais au moins il sait qu'il ne sait rien de spécial. C'est en ce sens-là qu'il est plus savant. Donc, je ne vous lis pas la suite, elle est là, hein, parce que je ne vous lis pas tout le texte, mais en gros, ce que Socrate dit, c'est, bon, mais il ne faut pas s'arrêter après une seule tentative. Après, on va les tester sur d'autres personnes, hein, et on va faire ça sur tous les Athéniens qui sont réputés être savants et sages. J'arrive. Et donc, en gros, il fait une sorte de... Il y a trois segments dans l'apologie. Il dit, bah, déjà, je suis allé voir tous les hommes politiques, histoire de vraiment me fâcher avec tout le monde qui a un peu d'influence à Athènes. Là, une fois que j'avais fait le tour des hommes politiques, j'en ai déduit qu'ils ne savaient rien de spécial. Après, je suis allé voir les artistes, au sens vraiment des beaux-arts pour l'instant. Les artistes, ceux qui font des poètes, des arts, puis ils ont dit, bon, bah, je me suis rendu compte que bon, ils sont capables d'écrire des œuvres fantastiques sur plein de sujets, sur l'amour, sur la guerre, mais ça ne veut pas dire, c'est pas pour autant qu'ils savent quoi que ce soit sur le sujet, hein. C'est juste, ouais, ils ont l'inspiration, ils écrivent des trucs, mais c'est pas spécialement une connaissance, hein. Et puis finalement, je suis allé voir les artisans, hein, ceux qui savent faire des trucs. Et là, j'ai vu qu'ils savaient faire des trucs. Parce que quand même, Socrate n'est pas un sceptique, hein, il nie pas toute connaissance possible. Il dit oui, effectivement, qui construit des sandales, bah, il sait construire des sandales, hein, c'est vraiment ça. Le type qui fabrique des pots, bah, il sait fabriquer des pots. Mais en gros, l'idée de Socrate, c'est de dire, mais par contre, ils ne savent rien sur les questions vraiment importantes, sur comment vivre sa vie. Et surtout, en plus, il y a un problème très important, c'est que comme contrairement aux hommes politiques et aux artistes, ils sont effectivement compétents dans un domaine, par exemple construire des sandales, ils pensent que parce qu'ils sont compétents dans ce domaine, ça les rend compétents pour parler de politique et de morale. Et ça, c'est un problème, hein. Donc en gros, l'idée, c'est qu'ils vont se dire, ah, moi je suis bon dans un domaine, donc je suis forcément bon dans tous. Donc là aussi, ils croient savoir des trucs sans le savoir. Oui. Ah ouais, se passe pas en modeste. Alors, bah, c'est toute la question de le lire. C'est vrai que quand on lit les dialogues de Platon, c'est dur de ne pas lire comme ça des fois un peu. Parce que clairement, il y a des moments, je vais en présenter, où il est littéralement, il n'y a aucun doute là-dessus, en train de se payer la tête de ses interlocuteurs. Ça, c'est une autre interprétation dans laquelle je ne me risquerai pas, mais on peut tout à fait le lire comme ça. Surtout quand je vais vous raconter son procès, il y a quelques trucs, il y a quelques traces quand même qui laissent supposer qu'il n'était pas complètement naïvement modeste, quoi. Mais voilà, bon, ça c'est chacun lit le personnage de Socrate comme il veut, je ne vais pas intervenir là-dedans. Mais on peut effectivement le lire un peu comme un troll, si vous voulez. Surtout, comme je disais, quand on va voir son procès, c'est très intéressant. Euh, voilà, je dis pas forcément que c'est un modèle allez pas dans les rues et commencez pas à discuter avec les gens. Il y a des gens qui font ça, hein, vous savez. Si vous voulez, sur Internet, vous tapez entretien épistémique. Est-ce qu'il y a des gens qui ont entendu parler de l'entretien épistémique? Non. C'est vraiment des gens qui font ce que fait Socrate avec une caméra, un micro dans la rue. Donc vous pouvez taper sur YouTube entretien épistémique, vous regardez. Et je pense qu'il y a un truc qui est très dur à pratiquer sans verser un peu dans le côté. Voilà, je pense qu'il faut une sorte de modestie très très forte pour pratiquer ça sans avoir un moment un petit côté moqueur, quoi. Pas sûr que le Socrate de Platon, en tout cas, y échappe toujours. Déjà, pour pratiquer ça, c'est déjà une forme de. Ah non, mais il fait que poser des questions, Socrate, il sait rien, ça demande aucune compétence. Ouais. Euh, et la personne qui peut faire sa rencontre aux gens qui ne savent rien, c'est déjà quelque chose. Ah oui, bah voilà, c'est comme encore une fois, je vous laisse prendre votre position sur la figure de Socrate. En plus, comme on va voir, il y a plusieurs versions possibles de la figure de Socrate, donc c'est aussi compliqué. Mais donc, je ne porterai pas de jugement sur Socrate.
Mais effectivement, on peut le lire comme ça. C'est pas du tout absurde de le lire un peu comme ça. Voilà. Donc Socrate pose des questions à tout le monde. Il se rend compte que, en fait, lui, il sait parce qu'il sait qu'il ne sait rien. Et du coup, il faut bien voir que le constat de Socrate, ce n'est pas un appel au scepticisme. Alors, on verra le scepticisme plus tard. C'est l'école antique qui dit que on ne peut jamais rien savoir, il ne faut jamais rien prétendre qu'on sait. C'est pas du tout le propos de Socrate, au moins dans Platon et Xénophon. C'est de dire plutôt que, ben, on a vu qu'il y a des gens qui sont en fait compétents et peuvent détenir un savoir dans leur domaine. Alors, pour prendre un exemple très d'époque, hein, les constructeurs de flûtes, ça ont une connaissance dans la construction des flûtes. La connaissance n'est pas du tout impossible. Il y a des gens qui sont compétents dans leur domaine. Le vrai problème de Socrate, en général, c'est ça, c'est que dans les questions importantes, qui sont les questions politiques sur le juste et l'injuste, comment vivre sa vie, le bien, le mal, d'un coup, bizarrement, on est complètement OK pour laisser des gens complètement incompétents gérer le truc. Voilà. En gros, le problème de Socrate, en général, c'est ça, c'est que on fait deux poids, deux mesures dans notre vie. Dans des questions un peu moins importantes, comme savoir qui peut réparer notre carrosse ou notre voiture, en général, on exige de s'adresser à des spécialistes, à des gens qui ont vraiment une connaissance dans le domaine. Vous allez chercher un garagiste pour réparer votre voiture, vous allez chercher un médecin pour vous soigner. Mais soudainement, quand il s'agit des questions les plus importantes selon Socrate, par exemple, qui va gouverner la cité, qui va décider comment on vit, que faire de ma vie, oh ben là, c'est pas de problème. N'importe qui parle assez bien a quelque chose à dire sur cette question-là. C'est vraiment ça qui travaille Socrate dans les premiers dialogues de Platon et dans les trucs de Xénophon. C'est l'idée que pour les questions les plus importantes, soudainement, on est très content de laisser des incompétents s'en charger. Au lieu de demander que ce soit des gens qui soient spécialistes du domaine et qui connaissent vraiment le truc. Qui aient la même connaissance que le fabricant de flûtes et pour fabriquer les flûtes, il faudrait qu'on ait des gens qui aient la connaissance de la vraie politique pour gérer la cité. Rappelez-vous, on est dans une démocratie athénienne et c'est pas clair que tout le monde soit super fan de la démocratie. Ça, En tout cas, il y a des critiques qui sont faites à la démocratie athénienne qui sont, bah, dans la démocratie athénienne, il suffit de savoir bien parler pour pouvoir intervenir dans les affaires de la cité, même si on n'y connaît rien. Alors, par exemple, là, je donne un exemple tiré de Xénophon, mais si vous voulez un exemple tiré de Platon, vous pouvez lire tout l'Alcibiade majeur. L'Alcibiade majeur, c'est un dialogue de Platon où, en gros, il y a le jeune Alcibiade, qui est un personnage historique, qui dit, oui, je vais faire carrière en politique. Et en gros, Socrate passe tout son temps à lui expliquer, oui, c'est bien, mais en fait, tu connais rien. Enfin, la politique, c'est le domaine de la justice. Explique-moi ce que c'est la justice. Ah ouais, c'est bien ce que je pensais. Donc peut-être calme-toi un petit peu et puis réfléchis un peu avant de faire de la politique. Si vous savez qui est le Alcibiade historique, ça n'a pas marché, hein. Alcibiade, c'était un jeune homme très beau, très influent, espoir d'Athènes, qui a fini par juste se trahir Athènes et s'allier à ses ennemis. Donc voilà, c'était pas un grand succès. D'ailleurs, c'est un des problèmes, hein, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est un des problèmes de Socrate, hein, pour son procès. Le procès de Socrate arrive après ce qu'on appelle la tyrannie des 30. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. C'est qu'en gros, Athènes a perdu une guerre contre son ennemi de toujours, dont le nom m'échappe, s'il vous plaît. La cité qui déteste Athènes, Athènes déteste. Merci, Sparte, merci. Lacédémone. Voilà. Sparte. Donc, du coup, qu'est-ce que fait Sparte? Elle dit, OK, bah, on en profite pour détruire la démocratie athénienne et puis on va mettre à la place un gouvernement oligarchique, ce qu'on va appeler les 30. Cette sorte de restauration de l'aristocratie athénienne par des aristocrates mis en place par Sparte. Donc ça va très bien marcher, comme vous en doutez. En gros, ça devient un des régimes les plus sanglants d'Athènes. Les 30 deviennent des tyrans affreux qui tuent, genre, mais, je crois, à peu près 10 000 Athéniens, un truc comme ça. Beaucoup de la famille de Platon aussi, d'ailleurs, dans le lot. Dans le lot des gens qui tuent, hein, pas dans le lot des gens tués. Et surtout, bah, en fait, une particularité des 30, c'est qu'il y a quand même pas mal d'élèves de Socrate dans les tyrans. Donc, quand la démocratie est restaurée et que Socrate est mis en procès, il faut voir que le procès n'est pas uniquement sur les idées philosophiques, quoi. Quand on dit que Socrate a corrompu la jeunesse, il y a quand même certains éléments historiques qui peuvent laisser penser que les gens à l'époque avaient une petite raison de penser ça. Je ne dis pas que c'est vrai, mais je dis juste que beaucoup des élèves qui suivaient Socrate se sont retrouvés dans un régime tyrannique qui a essayé de renverser la démocratie athénienne et qui a tué beaucoup de citoyens. Oui. Comment? Ça. Je ne me rappelle plus exactement des noms. C'est beaucoup de. Je pense qu'il y a par exemple Critias, dont j'ai mentionné le texte tout à l'heure, qui était de la famille de Platon et qui est un élève de Socrate, faisait partie de ce régime. Je n'ai pas tous les noms des élèves de Socrate en tête, mais Platon, il n'y avait pas juste l'oncle à Platon qui était dans ouais, bah, justement, il y a l'oncle à Platon. Ouais. et pas d'autres membres de sa famille. Bah, disons que les autres étaient plutôt proches ils n'étaient pas dans le régime, mais ils n'étaient pas contre non plus, quoi. Tandis qu'on va voir que Socrate, lui, s'est opposé à ce régime-là, apparemment.
Mais les élèves de Socrate, donc c'est très, très ambigu. Socrate lui-même a été un opposant à ce régime, d'une certaine façon. Il y a un épisode très important qui est rappelé dans la politique de Socrate. Mais il semble qu'il y ait pas mal de l'entourage de Socrate qui était plutôt, parce qu'il venait de famille aristocratique, hein, par osmose, membre, membre de ce régime ou proche de ce régime. Après, je n'ai pas tous les noms en tête, mais oui. Je sais pas, les Spartiates. Alors, c'est Sparte qui gagne une guerre contre Athènes. Ouais, alors ils prennent pas le pouvoir, ils donnent le pouvoir à des Athéniens. C'est Ouais, Spartiates. ils donnent le pouvoir. En gros, ils ont gagné la guerre contre Athènes. Ils en profitent pour démonter la démocratie athénienne. Ils mettent en place un régime oligarchiste slash aristocratique. Et bien sûr, il faut qu'il y ait des gens qui acceptent de participer dans ce régime. Et comme je disais, à Athènes, il y a vraiment toute une bande toute une bande d'anciennes familles aristocratiques qui ne sont pas super fans de la démocratie et qui attendaient à peu près ça, quoi. Quand les gens croient, Non, pas du tout. Il n'y a pas trop de philosophes à l'époque. Élève de Socrate, ça ne veut pas dire que vous êtes philosophe. Ça veut dire y a pas, c'est juste des gens qui suivaient Socrate et qui suivaient ses enseignements. Est-ce que ça suffit pour être appelé philosophe? Ça, c'est une autre question. Mais en gros, Socrate attirait beaucoup de jeunes aristocrates qui aimaient le suivre et parler. Oui. Alors, il semble que Platon, non, n'ait pas participé à ça du tout. Mais Il est en accord avec cette idéologie. je crois pas qu'on ait le moyen de répondre à cette question exactement. Voilà. Ce qu'on sait, c'est que Platon aime pas trop la démocratie en général. Mais ça ne veut pas dire qu'il aime aussi la tyrannie non plus. Donc, non, non, il n'était pas mort, justement. En gros, l'idée, c'est qu'il y a un épisode célèbre, c'est que, en gros, le principe, on sait un principe politique que les 30 suivaient, c'était le truc suivant, c'était compromettre autant de gens que possible dans leurs actions. Parce que plus il y a de gens compromis et complices de ce que vous faites, moins il y a de gens susceptibles de se retourner contre vous. Hein. Par exemple, si tout le monde est compromis, personne ne va vouloir que le régime s'arrête parce que personne veut que ça lui retombe dessus. Donc, en gros, ce qu'on a demandé à Socrate, entre autres, c'est de dire, voilà, bah, on a décidé de mettre à mort telle personne. On a décidé que c'est toi, Socrate, qui va aller le chercher pour que nous, on le mette à mort. Je ne me rappelle plus du nom du type. Et Socrate a juste dit, voilà, il n'y est pas allé. Et il a pas eu de conséquences pour tout un tas de raisons, mais au moins, il n'y est pas allé, quoi. Non, c'est pas eux qui ont tué Socrate, c'est plus justement le camp adverse qui tient Socrate responsable de ça. Comme je dis, c'est très dur historiquement de savoir. Peut-être qu'il n'y a pas de lien direct entre Socrate et ça, c'est juste que Socrate était très entouré de jeunes gens aristocrates qui, par ailleurs, étaient susceptibles à ce genre, de participer à ce genre de choses. Mais par contre, ce que je voulais dire, c'est du point de vue des Athéniens, c'est clair pour beaucoup que Socrate est coupable, quoi. Parce qu'il a vraiment fricoté avec, par exemple, il a aussi, comme je disais, il a été très proche d'Alcibiade qui a trahi aussi Athènes. Voilà, en gros, les élèves de Socrate n'ont pas une réputation géniale à l'époque, quoi. Alors, enfin, par élève, il faut entendre les gens qui le suivent, parce que comme il sait rien, il n'enseigne rien, quoi. Mais en tout cas, l'entourage de Socrate n'est pas en odeur de sainteté, hein. Une bonne partie a été expulsée ou tuée. Donc voilà. Pour replacer le procès aussi dans le contexte historique de l'époque. C'est peut-être pas juste le fait qu'il niait les dieux qui est responsable du truc. Il y avait vraiment. De toute façon, les gens cherchaient. Certaines personnes cherchaient une occasion de lui tomber dessus de toute façon, quoi. Alors, comme je disais, voilà justement un exemple de dialogue que Socrate peut avoir avec les jeunes gens qui l'entourent. Donc là, on est dans un passage de Xénophon. Socrate est en train de parler, bien sûr, dans la rue, avec d'autres personnes, et il y a un jeune homme qui s'appelle Eutydème, qui est en train de les écouter de loin. Et voilà ce que Socrate dit. Mes amis, dit-il, en juger après ses occupations, et il est évident que lorsque Eutydème, ici présent, en aura l'âge, si la cité propose une discussion sur un sujet, il ne manquera pas de donner son avis. J'ai l'impression qu'en veillant à ne pas avoir l'air d'avoir rien appris de personne, il se prépare un bel exorde pour ses harangues. Il est en effet évident qu'il commencera à parler en disant ceci en guise d'exorde. Donc l'idée, c'est que voilà, il y a ce jeune homme qui suit beaucoup Socrate, mais sans vraiment se mêler. Et Socrate dit ça, c'est parce qu'il essaye d'apprendre à bien parler sans vouloir donner l'impression de vouloir rien à personne, d'avoir été un élève. Et Socrate commence à se moquer de lui. Il dit, voilà, lui, c'est clair, il va vouloir une carrière politique après, et voilà comment il va commencer ses discours. Athénien, je n'ai jamais rien appris de personne. Voilà, je suis un self-made man. Je n'ai pas non plus cherché à fréquenter ceux dont j'ai entendu dire qu'ils étaient capables de prendre la parole et d'agir. Et je ne me suis pas non plus soucié de me choisir un maître parmi les gens compétents, bien au contraire. Je ne sais rien, je n'ai rien appris. Wow. J'ai en effet passé mon temps à éviter non seulement d'apprendre quelque chose auprès de quelqu'un, mais même de le paraître. Voilà. Je vais néanmoins vous conseiller tout ce qui viendra à l'esprit par hasard. Voilà, ça, c'est le discours classique de l'homme politique pour Platon. Il dit, voilà, si les hommes politiques étaient à peu près honnêtes, c'est comme ça que commencerait le discours. Je ne sais rien, mais je vais vous dire comment faire.
Un exemple de ce genre conviendrait aussi à ceux qui veulent obtenir de la cité une charge de médecin. Il serait en effet indiqué qu'ils commencent ainsi leur discours. Athéniens, je n'ai jamais appris la médecine auprès de personne, et je n'ai pas non plus cherché à me choisir un maître parmi les médecins. J'en ai fait passer mon temps à me garder non seulement d'apprendre quelque chose des médecins, mais même de donner l'impression d'avoir appris leur art. Confiez-moi néanmoins la charge de médecin, car j'essayerai d'apprendre en vous prenant pour cobaye. Voilà. Donc ça, c'est un peu la vision qu'a Platon selon Xénophon des jeunes gens qui se lancent en politique après avoir appris à bien parler. En gros, des gens qui veulent conseiller des gens sur tout le monde, mais sans arriver à rien appris de concret. Il dit voilà, ben, en fait, la plupart de la politique athénienne, c'est comme si un médecin arrivait en disant ben, moi, j'ai jamais appris la médecine, mais laissez-moi tenter le coup, ça va aller. Il faut essayer. On n'a jamais essayé. Essayons. Euh, voilà. Comme il était visible que Tidème s'intéressait désormais à ce que disait Socrate, mais qu'il se gardait encore d'avancer lui-même quelque chose, et qu'il croyait par son silence s'entourer d'une réputation de modération, Socrate voulut alors lui faire cesser ce manège. Il est remarquable, dit-il, que ceux qui veulent jouer de la cithare ou de la flûte, donc des instruments, ou monter à cheval, ou qui veulent devenir compétents dans quelque autre activité de ce genre, s'efforcent de pratiquer avec la plus grande régularité ce en quoi ils souhaitent devenir compétents, et ils ne le font pas seuls, mais auprès de ceux qui passent pour être les meilleurs, prêts à tout faire, et à tout supporter pour ne rien faire sans l'avis de ces experts, comme s'il n'y avait pas d'autre moyen de devenir considéré. Donc, dans n'importe quelle autre activité, vous voulez apprendre l'activité, vous allez voir des gens qui savent, vous entraînez avec eux, vous pratiquez. Euh, alors que parmi ceux qui souhaitent devenir capables de prendre la parole et de faire de la politique, il y en a qui croient que sans préparation et sans application, ils deviendront soudainement capables par eux-mêmes de remplir ces fonctions. Et pourtant, ces fonctions semblent beaucoup plus difficiles à remplir que les premières, dans la mesure où même s'ils sont plus nombreux à s'en occuper, ils sont moins nombreux à réussir. Il est donc évident que ceux qui aspirent à ces fonctions ont besoin d'une application plus grande et plus soutenue que ceux qui aspirent aux autres activités. Voilà, donc ça, c'est un peu un truc qu'on retrouve à la fois chez le Socrate de Platon et de Xénophon. C'est un peu ce dégoût sur l'idée que on est dirigé par des gens qui ne cherchent, même pas par des incompétents, mais par des gens qui ne jugent pas que c'est la peine d'être compétent, si vous voulez. La politique et la morale sont un domaine dans lequel il n'y a pas de compétences. On arrive, on se présente, on est élu, puis on fait nos trucs. Et après, on s'étonne qu'Athènes aille à volo, quoi. Ah, voilà. Donc, en général, donc Socrate, la pratique de Socrate, c'est justement de montrer que ceux qui pensent savoir dans ces domaines ne savent pas. Et il y a une sorte de méthode qu'il suit régulièrement dans la plupart des dialogues de Platon. Alors, surtout dans les premiers dialogues de Platon, il va voir quelqu'un qui pense savoir quelque chose, et en général, il lui demande de définir le sujet sur lequel il pense savoir quelque chose. Et en gros, l'idée, c'est que pour savoir ce qu'est une chose, il faut être capable d'en donner une définition. C'est la définition qui nous donne la connaissance de la chose. Et en général, ce qui est intéressant de voir à l'époque, c'est que, en tout cas, ça doit être un truc très nouveau à l'époque, c'est bien de mettre ça en parallèle. Une définition, les interlocuteurs de Socrate ne comprennent pas ce que c'est. Si vous, je vous demande de me donner une définition, vous savez ce que ça veut dire. Mais il semble que là, on est vraiment tout au début. La pratique de la définition n'est pas bien pratiquée. En général, à chaque fois que Socrate leur dit dis-moi ce que c'est ça, les gens donnent juste des exemples, des cas concrets. Donc là, c'est tiré de l'Hippias majeur, qui est un dialogue très court de Socrate et qui illustre ça très bien. Et si par exemple vous pensez que Socrate se paye la tête de leur interlocuteur, c'est le meilleur dialogue en fait. Là, c'est clair d'un bout à l'autre qu'il n'y a aucun respect de la part de Socrate. Donc Socrate se balade sur le port, il rencontre Hippias qui est un sophiste. Alors Hippias était vraiment un sophiste qui était réputé pour un truc, c'est qu'il avait appris tout. Donc le dialogue commence justement en insistant là-dessus, c'est-à-dire qu'il avait tout appris, donc il est dans un vêtement qu'il a lui-même cousu, avec une ceinture qu'il a lui-même forgée. Donc il a tout ce qu'il a fait, il sait tout, voilà, littéralement. Et Socrate dit, ah, d'où tu viens? Et puis il fait, ah, j'étais en tournée dans d'autres pays, parce que Athènes m'avait envoyé comme ambassadeur. Ah, Socrate fait, ah là là, c'est incroyable. Du coup, qu'est-ce que tu as fait? Puis j'ai raconté mes poèmes, j'ai présenté mes poèmes et tout aux autres pays. Tout le monde était subjugué, etc. Socrate fait, ah, c'est incroyable, tu es encore plus sage que les 7 sages d'Athènes. L'autre fait, oui, tout à fait, c'est tout à fait normal. C'est parce que, bah voilà, on a plus de connaissances aujourd'hui qu'à l'époque. Fait, ah là là, mais de toute façon, la conversation continue comme ça un petit moment, puis il fait de toute façon, voilà. Tu fais, ah, mais si tu écris tellement de beaux poèmes, c'est que tu sais ce que c'est le beau. Puis l'autre fait, ah oui, oui, bien sûr, je sais ce que c'est le beau. Socrate fait, ah, mais l'autre jour, c'est dommage, parce que, heureusement que tu es là, parce que l'autre jour, je parlais avec un type très, très ennuyant, qui est en gros Socrate lui-même, qui parle de Socrate. Hein. J'essayais de dire que quelque chose était beau, et puis il m'a dit, oui, mais comment tu sais? Est-ce que tu peux définir ce qu'est le beau? Et là, Socrate dit, ah, j'étais très embêté, je savais pas quoi dire. Mais là, tu vas m'aider, tu vas me donner la définition du beau, comme ça, la prochaine fois que je rencontre cet individu très, très ennuyant, je pourrais lui dire, tiens, voilà, c'est ça le beau, Hippias me l'a dit, tout va bien. Alors là, on en est vraiment au début du dialogue. Hein. Socrate dit, alors demandera notre homme, donc notre homme, c'est l'homme ennuyant qui a croisé Socrate, bien sûr, et qui demande ce qu'est le beau. Alors demandera notre homme, dis-moi, ô étranger, ce que c'est que cette beauté. Qu'est-ce que le beau? Le questionnaire, à ce qui me semble, demande quelle chose est belle.
Ah, je ne crois pas, Hippias, mais plutôt, qu'est-ce que le beau? Parce que vous voyez déjà la différence, bah, parce que lui, il ne le voit pas. Où est la différence? Tu n'en vois aucune? Pas la moindre. Je suis bien sûr que tu en sais plus long que tu ne veux bien le dire. Donc là, clairement, on n'est pas dans le respect, hein. Quoi qu'il en soit, mon cher, réfléchis, ne te demande pas quelle chose est belle, mais ce qu'est le beau. C'est compris, mon cher, je vais lui dire ce qu'est le beau et il ne me réfutera pas. Ce qui est beau, Socrate, sache-le bien, à parler en toute vérité, c'est une belle vierge. La deuxième définition, ça sera c'est un beau cheval. Voilà. Ah, donc en gros, là, l'idée, c'est que bon, Socrate passe un peu de temps à leur faire comprendre. Alors non, moi, je veux la définition, hein, le truc qui s'applique à tous. Parce qu'il y a des choses qui sont belles, mais qui ne sont pas des belles vierges. Par exemple, une belle marmite. Voilà, voilà. Donc au début, Socrate demande des définitions. Et une fois que l'interlocuteur a donné une définition, souvent, ce que Socrate va faire, c'est faire plusieurs choses. Il peut montrer une contradiction dans ce qu'a dit, ce qu'a dit son interlocuteur, mais il peut aussi trouver des contre-exemples. Donc là, c'est un peu un passage très célèbre de contre-exemple. Donc là, on est dans le livre 1 de la République, qui est un autre livre de Platon. J'adore le livre 1 de la République parce que ça montre encore une fois le respect total de Socrate pour ses interlocuteurs. Donc il y a une sorte de grande fête à Athènes, vraiment une très grande fête. Donc il y a plusieurs maisons riches qui organisent des festivités. Donc Socrate, toujours suivi de sa bande de jeunes, euh, s'incruse dans une fête, hein, qui est organisée par Céphale, qui est un homme assez vieux, très riche. Et bon, alors, pendant que tout le monde fait la fête, Socrate s'approche de Céphale et dit ah, Céphale, bon, j'ai entendu dire que tu étais riche. Dis-moi, quel bienfait t'a apporté la richesse? Céphale, qui est un vieillard très honorable, dit ah, mais c'est très simple. On pourrait croire que la richesse ne fait pas le bonheur, mais quand même. Figure-toi que moi, je sens la mort arriver, parce que je suis plutôt jeune. Et quand la mort arrive, on commence à s'angoisser sur est-ce que j'ai bien vécu ma vie ou est-ce qu'après ma mort, je serai puni? Mais justement, si on a de l'argent, ça permet de calmer ces problèmes-là. Déjà, plus on a d'argent, moins on est obligé de commettre d'injustice. Ah oui, on n'a pas besoin de voler, d'arnaquer, de soutirer de l'argent, de menacer. Si on est déjà riche, on a déjà ce qu'il faut. C'est vraiment ce que dit Céphale, hein. Déjà, on a moins de chances de commettre l'injustice si on est riche. Enfin, on en a même moins besoin, peut-être pas moins de chances, mais on en a moins besoin. Et ensuite, même si on commet l'injustice, on a les moyens de la réparer. Et ça, c'est quand même assez chouette. Donc, Socrate, donc il dit, voilà, qu'est-ce que m'a acheté l'argent? C'est la paix de l'âme. Je sais que je peux mourir tranquille parce que ma vie a été vécue de façon juste grâce à l'argent. Et Socrate fait, ah, c'est intéressant. Et d'ailleurs, c'est quoi la justice? Voilà, c'est vraiment le truc. La personne, elle est vraiment comme ça en disant, voilà, là, je vais bientôt mourir, mais la seule pensée qui me tient apaisé et qui fait que j'ai pas peur de la mort, c'est que je sais que j'ai été juste. Socrate dit, ouais, alors du coup, c'est quoi la justice? Céphale fait, oh, c'est facile, selon le poème de Pindare, blablabla. Bla, 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 bla. La justice, c'est toujours rendre aux gens ce qui leur est dû, ce qu'on leur doit, et toujours dire la vérité. Ok. Alors Socrate dit, ah ouais, ça c'est une très bonne définition, mais attends, j'ai quand même une question. Imagine le cas suivant, un de tes amis est venu chez toi et t'a confié ses armes. Alors ça se fait plus trop maintenant, hein. Mais voilà, donc il t'a confié ses armes et il revient quelques jours plus tard et il est devenu complètement fou. Il veut tuer tout le monde. Il est pris d'une rage meurtrière. Est-ce que la chose juste à faire, ce serait lui rendre les armes que tu lui dois et lui dire la vérité en lui disant où tu as caché ces armes? Et là, bon, Céphale fait bah non. Et donc Socrate dit bah du coup, c'était pas la bonne définition de la justice. Voilà. Donc, ça, c'est un type de façon dont Socrate procède. Il prend la définition, puis il cherche des contre-exemples. Alors Céphale réagit de façon très très bien. Il dit là, d'un coup, un débat commence entre Socrate et d'autres personnes qui sont là, dont sa bande de petits jeunes, sur ce qu'est la justice. Et Socrate dit oui, ben moi, je pense qu'il est temps que je m'en aille. Je vais aller sacrifier des trucs odieux. Voilà, c'est à peu près ça. Donc lui a vraiment pas envie de continuer la discussion. Donc ça, c'est une façon. Une personne donne enfin une définition, puis on cherche des contre-exemples ou des difficultés. Et du coup, ça, c'est ce que Socrate appelle la maïeutique, hein, donc de Maïa, qui est une figure de la mythologie grecque, qui est une sorte de sainte patronne des accoucheuses, si vous voulez. Peut-être même elle qui accouche de quelque chose comme ça. Et Socrate dit qu'en fait, lui, justement, son but, ce n'est pas d'apprendre aux gens à ce qui est vrai, mais de montrer aux gens qu'ils ne pensent pas vraiment eux-mêmes ce qu'ils disent, en fait. C'est l'idée que quand Céphale donne cette définition de la justice, en fait, il montre que bah, on peut trouver un cas dans lequel Céphale est d'accord pour dire que bah, non, c'est pas ça la justice, en fait. C'est de montrer qu'il y a une contradiction interne. C'est pas dire tu as tort parce que moi j'ai la bonne définition de la justice et la bonne de la définition de la justice, c'est ça. C'est dire en fait, toi-même, tu n'es pas d'accord avec toi-même. Je vais te montrer que tu n'es pas d'accord. Et donc, c'est ce qu'on appelle la maïeutique. C'est Socrate pousse les gens à accoucher de leur vérité, si vous voulez, pas de la vérité qui est celle de Socrate. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve dans le Gorgias, qui est un passage très célèbre que vous avez forcément lu pour aujourd'hui, puisque vous deviez lire le livre pour aujourd'hui, dans lequel Socrate a un dialogue avec Polos, ou Polus dans cette version-là, où, si vous avez lu le livre, vous vous rappelez un moment, Socrate dit, ouais, je pense que moi, c'est moins avantageux
c'est mieux c'est plus avantageux de subir l'injustice que de la commettre. Hippolos lui dit, bah non, bah, je veux dire, demande aux autres, tout le monde est d'accord avec moi, c'est clairement mieux d'infliger l'injustice que de la subir. Mieux pour moi, hein, pas mieux moralement. Et Socrate lui dit la chose suivante, hein, tu es admirable de prétendre me réfuter avec des arguments de rhétorique, comme ceux qui croient faire la même chose devant les tribunaux. Là, en effet, un avocat s'imagine en avoir réfuté un autre lorsqu'il a produit un grand nombre de témoins distingués pour appuyer ce qu'il avance et que sa partie adverse n'en a produit qu'un seul ou point. C'est très mignon de dire que les autres sont d'accord avec toi, hein, c'est ça que dit Socrate. Mais ce mode de ces réfutations ne sert de rien pour découvrir la vérité, car quelquefois un accusé peut être condamné à tort sur la déposition d'un grand nombre de témoins qui paraissent de quelque poids. Alors là, je saute ici. Hein. Il dit voilà, je suis quoique seul d'un autre avis, car tu ne dis rien qui m'oblige d'en changer, et tu ne fais que produire contre moi une foule de faux témoins pour me déposséder de mon bien de la vérité. Pour moi, à moins que je ne te réduise à rendre toi-même témoignage à la vérité de ce que je dis, je n'ai à mon sens rien gagné contre toi, ni toi, je pense, contre moi, à moins que je ne dépose quoi que seul en ta faveur et que tu ne comptes absolument pour rien le témoignage des autres. Voilà donc deux manières de réfuter, l'une que tu crois bonne aussi bien que l'autre, l'autre que je juge telle aussi de mon côté. En gros, ce que dit Socrate, ce qui m'intéresse, c'est que toi, ça ne sert à rien de me dire que les autres sont d'accord avec toi. Moi, ce qui compte, c'est de savoir si toi-même, tu es vraiment d'accord avec toi-même, en fait. En gros, ce qu'il essaye de dire à Apollos, c'est que je vais essayer de te convaincre que toi-même, tu n'es pas d'accord avec toi-même, et c'est le seul témoin qui compte. Donc, on appelle ça la maïotique parce que Socrate lui-même, dans le Théétète, compare ça au fait d'accoucher les âmes. Alors, pourquoi la métaphore? Parce que dans le Théétète, il explique de deux façons. Il dit apparemment, je ne sais pas si c'est vrai, à l'époque, la plupart des sages-femmes étaient des femmes qui étaient devenues stériles elles-mêmes. Donc, l'idée de Socrate, c'est moi, je ne suis pas capable d'accoucher de la vérité, je suis un humble personnage, je n'ai pas de théorie, de connaissance à moi-même, mais par contre, je peux t'aider à accoucher de ta propre théorie. Donc, lui-même ne propose rien, il pousse les gens à proposer quelque chose. Et le deuxième point de la métaphore avec la maïotique, qui est beaucoup plus glauque, c'est qu'il dit, voilà, quand une sage-femme fait accoucher une femme d'un bébé, la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle regarde si le bébé est viable, puis s'il n'est pas viable, elle le balance. Ouais. Ben, c'est vraiment ce qu'il dit dans le texte. Alors, je ne sais pas à quel point les pratiques d'accouchement, ça ressemble plus à ce qu'on ferait à Sparte, en vrai. Je ne sais pas si vous connaissez le truc où tous les bébés déformés sont balancés pour ne pas les garder parce que c'est un poids pour la cité. Mais apparemment, à Athènes, on était quand même censé être plus humain que ça. Mais en gros, voilà, il dit voilà. Parce que moi, la seule chose que je peux faire, c'est pas accoucher d'un bébé, mais t'aider à décider si ton bébé est viable ou pas. En général, ça l'est pas, mais ça, c'est un autre problème. Euh, donc, le travail de Socrate, je me demande s'il n'a aucune théorie attribuable à Socrate, c'est parce que ce qui compte, c'est de discuter les théories des autres. Alors, la plupart des premiers dialogues de Platon finissent sur l'aporie, qui est encore un autre élément très essentiel de la pratique de Socrate, c'est de dire la plupart des dialogues de Platon sont aporétiques dans le sens où ils ne finissent pas sur une définition, en fait. Ne termine pas sur une conclusion. En gros, on a testé plusieurs définitions, on a testé plusieurs hypothèses. À la fin, on les a toutes rejetées et il n'y a pas de réponse. On reste dans l'ignorance. Mais au moins, on a appris quelque chose, c'est qu'on ne savait pas. Au début, on savait. À la fin, on se rend compte qu'on ne sait pas et que c'est difficile. Mais au moins, on a appris ça. On a appris qu'on ne savait pas, mais on n'a rien appris. Donc, l'aporie, ça veut dire l'impasse. Hein. Et là où c'est intéressant, c'est que la plupart des premiers dialogues, alors c'est la classification des dialogues de Platon est sujette à controverse, mais il y en a une qui fait plus consensus que les autres. Et c'est celle que je vais adopter. Après, si du coup, si vous ne la partagez pas du tout, n'écoutez pas ce que je dis. Mais l'idée, c'est que les premiers dialogues de Platon, c'est souvent des dialogues assez courts qui mettent en scène Socrate, qui discute avec quelqu'un qui croit savoir et qui finissent sur l'idée que finalement, c'est compliqué et on ne sait pas. Ok. Alors, il y a d'autres dialogues de Platon. Alors, l'idée, c'est qu'il y a des dialogues de Platon plus tardifs, qui eux sont beaucoup plus gros, dans laquelle Socrate parle pas avec des gens qui pensent savoir. D'ailleurs, si vous regardez, il parle pas avec des sophistes, des hommes politiques, des gens qui pensent être malins. Il parle souvent avec des jeunes hommes de bonne famille. Et ensemble, ils cherchent la vérité. Et souvent, ça finit sur des très, très grandes conclusions. Hein. Par exemple, si vous prenez le sophiste ou le politique, Socrate parle pendant des heures, des fois, sur des pages. Et puis les autres disent oui, ah oui, Socrate, ça me paraît pas mal. Donc, l'idée générale, c'est que les premiers dialogues de Platon représentent une pratique plus socratique, parce qu'il n'y a pas de théorie. Et les dialogues plus tardifs, qui sont plus épais, représentent plutôt Platon qui utilise Socrate pour défendre les théories de Platon, en fait. Oui. Il y a certains moments où il ne comprennent pas, enfin, dans le sens où il va exposer ses propres idées. Par Mhm. exemple, dans le Gorgien, quand il parle à Apollo sur l'injustice, Ouais, et que celui qui commet l'injustice est plus malheureux que celui qui l'a subi. exactement. Enfin, c'est lui qui va commencer ce débat-là. Ouais, Et je veux dire qu'il ne pouvait pas que poser des questions à son interlocuteur pour voir s'il était d'accord. exactement. Il prend aussi part. Ouais, exactement. Même si vous prenez la fin du livre, en fait, la fin du livre, c'est juste Calliclès qui boude dans son coin, puis Socrate qui parle pendant des pages même. C'est vraiment plus vite.
Alors l'idée, c'est qu'on est déjà sur quelque chose de plus substantif, déjà quelque chose qui défend des thèses plus fortes. Mais si vous prenez vraiment les premiers dialogues qu'on classe comme les premiers qui sont l'Hippias mineur, l'Hippias majeur, je sais pas, le Laches ou des trucs comme ça, il y a vraiment très peu qui est affirmé. Mais l'idée, c'est que plus on va dans le classement qui a accepté cette idée que plus on va dans des œuvres tardives, plus les œuvres sont grosses déjà en général, prennent de la place, et plus Socrate défend des positions. Et on a des raisons de penser que la plupart de ces positions sont des positions plutôt platoniciennes, parce qu'on ne les retrouve pas forcément chez Xénophon, par exemple, qui est un autre élève de Socrate. La seule thèse sur laquelle on pourrait, une des rares thèses sur lesquelles on pourrait penser qu'elle a effectivement été défendue par Socrate, c'est peut-être l'idée que c'est mieux d'être juste que d'être injuste, que c'est plus important de pas subir, de pas commettre l'injustice. C'est mieux de subir l'injustice que pas de la commettre. Et encore ça, on peut en discuter. Mais en tout cas, c'est clair un grand nombre des thèses qu'on trouve chez Platon sont pas socratiques, mais plutôt platoniciennes. Oui. Les premiers dictionnaires, j'en sais rien du tout. Ce serait une bonne question. Ah oui, alors probablement. Alors, si vous cherchez des livres qui donnent des définitions, en fait, on en trouve dès Aristote. Il y a un des livres de la métaphysique, mais je ne me rappelle plus lequel, qui est juste un livre de définition, en fait. Je ne me rappelle plus exactement quel est le volume de la métaphysique, mais il y en a un, c'est juste des définitions, des termes. Donc Aristote est quelqu'un qui fait de la définition. Alors bon, je vais vous laisser partir. Juste avant, vous pouvez partir parce que ce n'est pas très important pour l'examen. Juste un résumé du procès de Socrate, quand même. Socrate est accusé. Alors, si vous lisez l'apologie de Socrate, il y a trois phases au procès de Socrate. La première phase, c'est les accusateurs de Socrate présentent les charges de Socrate contre lui, puis il se défend. Donc ça, c'est la grande part de l'apologie de Socrate. Il y a un premier vote et il est jugé coupable, donc de corrompre la jeunesse, d'introduire des dieux que personne ne défend. Et là où c'est intéressant, c'est que le système judiciaire athénien dit, une fois que vous avez été déclaré coupable, il y a un deuxième round dans lequel chacun propose une punition. Les accusateurs disent, voilà, Socrate devrait être puni à mort, hein, c'est ce qu'ils ont proposé, et Socrate doit faire une proposition alternative. Et après, on revote pour savoir laquelle proposition est la meilleure. Alors, que propose Socrate dans l'apologie de Socrate, et aussi dans l'apologie de Socrate de Xénophon, parce qu'il en a écrit une? Ben, c'est très simple, il dit, hey, franchement, je vous ai quand même vachement rendu service, j'ai dévoué toute ma vie à Athènes, je trouve que la chose sympa à faire, ce serait de me nourrir gratuitement au Prytanée. Le Prytanée, c'est un bâtiment d'Athènes dans lequel il y avait un bâtiment administratif dans lequel on nourrissait les héros d'Athène et les champions des Jeux Olympiques, parce que c'est aussi des héros, gratuitement pour leur service rendu à la cité. Donc, c'est ce qu'il propose en premier. Il y a quelqu'un qui vient lui dire à l'oreille, ah bon, apparemment, mes élèves sont d'accord pour payer l'amende à ma place. Donc, je vais plutôt partir sur payer une simple amende. Mais vraiment, la première chose qu'il propose au jury, c'est ça, c'est nourrissez-moi, honorez-moi, quoi. Et bizarrement, il y a un deuxième vote et il est condamné à mort. Étrange, étrange, étrange. Et voilà, donc Socrate sera condamné à mort, à boire la ciguë, comme vous le savez tous. Il prend ça plutôt bien. Alors là où c'est marrant, donc ça encore, c'est juste pour ceux qui veulent partir maintenant, vous pouvez y aller parce qu'il n'y a aucun intérêt, mais c'est la différence entre Xénophon et Platon. Parce que tous les deux écrivent une apologie de Socrate. Dans les deux, Socrate dit c'est pas grave, mais en gros, le Socrate de Platon fait toute une tirade disant de toute façon, la mort, c'est l'inconnu, soit c'est un sommeil sans fin et alors je ne crains rien, soit il y a un au-delà et je pourrais passer mon temps à discuter avec toutes les figures célèbres de l'Antiquité. Et le Socrate de Xénophon dit j'ai 90 ans, il fallait bien mourir un jour. C'est vraiment la différence entre le Socrate de Xénophon. Le Socrate de Xénophon, c'est vraiment un Socrate hyper terre à terre. Par exemple, il y a un livre de Xénophon que vous ne pouvez ne pas lire, qui s'appelle Les Économiques. Euh, c'est littéralement Socrate qui parle avec un de ses élèves qui a décidé d'acquérir un lopin de terre pour faire de l'agriculture. Et c'est 200 pages de conseils agricoles donnés par Socrate à son élève. Genre, oui, faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Donc, le Socrate de Xénophon, il est hyper terre à terre en général. Et le Socrate de Platon, plus ça va, plus il commence à s'élever dans des dimensions spirituelles, quoi. Donc, on a vraiment deux visions très différentes de Socrate là-dessus, quoi. Et bon, en général, c'est celui de Socrate, c'est celui de Platon qui a survécu, peut-être parce qu'il le méritait un peu plus. Mais c'est marrant d'aller voir celui de Xénophon de temps en temps, parce que c'est vraiment le Socrate le plus ras du sol possible, quoi. C'est vraiment genre, ouais, il faut faire ça. Il donne vraiment des conseils. Si vous lisez les mots mémorables de Xénophon, il donne vraiment des conseils sur comment gérer sa famille, que faire si sa femme est trop ennuyante. Vraiment des trucs très, très, très comme ça. Mais voilà, les mémorables, vous pouvez lire, c'est très petit. Mais tout le reste de Xénophon, c'est un peu dur. Alors, juste pour rajouter une dernière couche, Xénophon n'a pas écrit que des trucs sur Socrate. C'est aussi un auteur très prolifique. Il a écrit plein de traités sur comment s'occuper des chevaux. C'est sa grande passion. Donc, voilà, c'est ça la deuxième source principale qu'on a sur Socrate.
Et je faillir pour la semaine prochaine? Bah, vous pouvez lire le Gorgias si vous ne l'avez pas encore fait. Voilà. Oui. Oui, alors c'est une rumeur qui a déjà, je crois, déjà démontré l'Antiquité. Dès qu'il avait une femme et beaucoup d'enfants et que s'il était tout le temps dans la rue à poser des questions, c'est pas parce que c'est la vérité, c'était trop ennuyant.